heures. Donc, ce que je vous propose, mes camarades, c'est de démarrer, hein, parce qu'on a ce matin une séquence de 2 heures et cet après-midi également, hein, sur la lutte pour les droits des travailleurs au chômage, où on aura donc la chance d'avoir un camarade du Mouvement national des chômeurs et précaires et puis 2 camarades du SNU Pôle emploi, Alexandra et Noël, sur cette question importante et urgente. Mais ce matin, donc nous avons le plaisir et la chance d'avoir Jean-Marie Pernaut avec nous, hein, que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, hein, j'en suis sûr, puisque c'est un stage de militant. Hein, donc Jean-Marie est il n'aimerait pas le mot expert, donc je vais dire des chercheurs les plus reconnus sur les questions sociales et syndicales. Et c'est moins connu, il est un de nos rares référents, si j'ose dire, sur les questions complexes, pour ne pas dire opaques, du syndicalisme européen. Voilà. Alors c'est un sujet dont évidemment, dans le quotidien militant qui est le nôtre, on a très peu l'occasion d'évoquer, de parler. Hein. C'est un syndicalisme qui ne concerne qu'une poignée d'entre nous. On aura d'ailleurs Julien pour le SNES dans quelques minutes, il vient de me le dire. Mais il ne reste pas moins que c'est un sujet fondamental parce qu'on voit bien que si le syndicalisme ne s'organise pas à l'échelle internationale, en dehors de nos frontières, et notamment à l'échelle européenne, eh bien, il pèse peu face à, pour le faire vite, hein, des logiques libérales et une puissance du capital qui, elle, se moque des frontières. Donc, la question du syndicalisme européen ne doit pas rester une affaire d'experts, mais est bien une question syndicale extrêmement importante, même si évidemment elle ne draine pas notre action au quotidien. C'est déjà trop longue introduction pour vous dire qu'on a vraiment, avec les camarades du centre de formation et la FSU, vraiment beaucoup de reconnaissance envers Jean-Marie d'avoir accepté de se libérer ce matin pour nous faire un panorama justement du syndicalisme européen, en tout cas, et de nous indiquer en quoi, évidemment, ce syndicalisme est particulier et en quoi le syndicalisme français, évidemment, est impliqué et a tout intérêt à s'impliquer davantage, j'imagine qu'il le dira, dans ce syndicalisme qui nous ressemble assez peu, finalement. Hein. Mais ça, Jean-Marie le dira beaucoup mieux que moi. Alors, j'en profite pour dire que la session est enregistrée. Donc, si les camarades qui prendront la parole, si ça leur pose un problème, il faut me le dire maintenant. Voilà. Et Jean-Marie a accepté, bien sûr, Benoît également, dont je salue la présence. Il a tenu à être là, justement, pour écouter et puis pour intervenir à la suite ce matin, hein, puisque l'après-midi, il ne pourra pas être là. Et donc, sans plus tarder, je vous envoie également voilà, un texte que Jean-Marie a écrit donc, il y a quelques années. Il a accepté que je le diffuse. On le rediffusera massivement, on le placera sur les sites, etc. Donc, pas de souci pour ceux qui sont inscrits ce matin et je n'ai pas eu le temps de leur envoyer ce matin. Mais la plupart d'entre vous l'ont eu. Donc, merci également à Jean-Marie pour ce travail. Et sans plus tarder, je te passe la parole, Jean-Marie, pour un exposé liminaire. Voilà. Très bien, merci de cette invitation. Je réponds toujours avec plaisir aux sollicitations de la FSU, de ces structures, et avec encore plus de faveur, parce que, comme tu l'as rappelé, c'est le thème. J'ai beaucoup travaillé sur la dimension internationale du capitalisme. Enfin, beaucoup, c'est parce que c'était mon sujet de thèse, donc j'y ai passé quelques années. Et même si après mes travaux sont un peu plus extériorisés sur le syndicalisme français, j'ai quand même continué, notamment à l'IRES, puisqu'on est dans un réseau quand même européen, on est très inscrit là-dedans. J'ai continué à m'intéresser à ces questions et j'avais participé même à l'époque où, juste un peu après avoir fait ce papier, un réseau européen de chercheurs proche de l'Institut syndical européen, mais avec lequel j'ai gardé des relations. On avait fait un bouquin collectif. Enfin, pour moi, c'est important de travailler là-dessus. J'ai commencé là-dessus, pas pour le travail des chercheurs, mais pour faire deux mises au point enfin, mises au point, c'est pas des mises au point, deux considérations un peu préjudicielles sur justement le statut de la question internationale dans le mouvement syndical dans son ensemble. Et puis, une deuxième remarque, et ton introduction ainsi que faire, c'est un petit effort de clarification lexicale, quoi. C'est-à-dire de quoi on parle. Alors, on parle du syndicalisme européen. En réalité, on peut le considérer au regard du projet de construction européenne.
CES, toute son histoire, elle est marquée par son adossement à l'institutionnalisation économique et politique de l'Union européenne, CE d'abord, de l'Union européenne après. On peut la considérer aussi comme une variante du syndicalisme international, parce que, au fond, c'est une structure dans laquelle cohabitent et essaient de trouver des orientations communes ou des modalités d'intervention communes des syndicats en provenance de pays différents. Et je commence plutôt par ça, à essayer de montrer à quel point, quel statut a au fond cette dimension internationale. Parce qu'en réalité, la CES, c'est un mode d'organisation d'un certain nombre de syndicats d'Europe. Ils sont quand même assez 89 organisations, 39 pays, c'est pas tout à fait rien, mais au fond, c'est une organisation syndicale internationale. Elle relève d'un effort pour travailler avec d'autres que ceux que l'on fréquente sur son espace national. Et il faut aussi la considérer en tant que telle. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est extrêmement compliqué l'action syndicale hors les murs, quoi, comme je disais. Et au fond, même si la CES, on peut la dater, je le ferai après les différentes étapes de constitution de l'Europe, il n'en reste pas moins que les relations syndicales internationales, en particulier sur l'espace européen, ont toujours existé. Et elles ont toujours existé avant même que les systèmes nationaux syndicaux soient stabilisés, si vous voulez. Les relations internationales dans le monde syndical sont aussi vieilles, parfois même antérieures, à la constitution et à la consolidation des acteurs nationaux du syndicalisme. Je ne vais pas m'arrêter sur le détail, vous connaissez l'histoire de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, 1864. Elle a un rôle qui est surtout symbolique. Elle a l'approche du mouvement ouvrier, enfin l'adresse culturelle rédigée par Karl Marx, etc. Donc il y a une symbolique, elle dessine un certain nombre d'orientations qui vont être évidemment communes à beaucoup d'organisations, qui vont être de tension, mais le vrai départ, vous savez que cette internationale est éphémère, elle est marquée surtout par des affrontements politiques à cette époque. Il n'y a pas encore de distinction syndicat-parti dans les formes organisationnelles du mouvement ouvrier. Donc ça, les connexions internationales vont plus venir à la fin du siècle, à partir de 1889-90, où on va voir se constituer les premières relations syndicales, et elles ne sont pas entre confédérations, elles sont entre des secteurs professionnels. Et ça, je crois qu'il faut bien faire cette distinction, parce qu'historiquement, c'est eux qui apparaissent en premier, ce qu'on a appelé les secrétariats professionnels internationaux, avec un certain nombre d'organisations motrices, les marins, les typographes, les chapeliers, enfin les professions qui étaient très organisées syndicalement à cette époque-là. Et la question de l'étage des relations entre confédérations vient plus tard, vient au début du XXe siècle, un petit secrétariat syndical international, puis en 1913, la Fédération syndicale internationale, premier véritable effort d'organisation à l'échelle internationale, et puis après l'histoire compliquée des scissions, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais il faut songer à ça. On inscrit cette réflexion sur développer des pratiques syndicales communes en Europe, il faut l'inscrire dans l'histoire longue des relations syndicales internationales, avec cette observation qu'on fait pas toujours, mais qui est, mais au fond, pourquoi est-ce que les syndicats nationaux, dès lors qu'ils acquièrent sur leur espace une certaine surface de représentation, se posent immédiatement la question de leurs liens internationaux? C'est pas, bon, c'était la question première de ma thèse, c'est ça que je voulais travailler. Pourquoi, au fond, on assiste à ça? Surtout si on le compare à l'efficacité des dites organisations devant les grands phénomènes qui ont affecté les conditions des travailleurs, que ce soit les crises, les guerres, ma foi, les internationales syndicales ont été d'une inefficacité à peu près totale. Donc, pourquoi tant d'attachement au fond des organisations syndicales? Pourquoi les débats toujours sur l'affiliation, désaffiliation? Pourquoi est-ce que ça a une telle importance? Et qu'est-ce qui se passe pour que les syndicats accordent tant d'importance à la question internationale? Alors aujourd'hui, Mathieu l'a évoqué, bon, la mondialisation, l'Europe, etc., on se doute bien qu'il y a de bonnes raisons d'y être. Mais il faut savoir qu'il y a toujours eu de bonnes raisons d'y être, même si l'intégration économique était moindre aux époques précédentes. Donc la question de l'émergence internationale est une question importante, et on voit que, bon, même pour un syndicat qui est sur un champ professionnel comme vous, enfin
une fédération, se pose cette question, et je trouve que c'est aussi le signe de sa volonté de se hisser à la hauteur d'une organisation pleinement représentative. Parce qu'au fond, ma thèse là-dessus, c'est qu'on ne devient une organisation pleinement nationale que si on a dans le même temps une insertion dans l'international. En fait, il n'y a pas d'opposition à avoir entre le national et l'international, c'est deux choses différentes, mais en fait, ça communique beaucoup. Il y a de l'interaction entre ces deux niveaux. Et ce qui me fait dire que la question du syndicalisme européen, si vous voulez, ce n'est pas la CES. Le syndicalisme européen, c'est plus que ça. Le syndicalisme, l'action syndicale en Europe, elle commence ici, elle ne commence pas à Bruxelles, quoi. Et ça vaut pour tout, et c'est important à avoir en tête, parce que le jugement qu'on porte, le regard qu'on porte sur la CES, c'est le regard qu'on porte aussi sur ses affiliés. C'est le regard qu'on porte sur l'implication des différents syndicats d'Europe dans une action syndicale spécifique à ce niveau. Alors là, c'est pour ça que dans ce dernier texte là qu'on vous a communiqué, j'ai déjà fait des textes antérieurs sur la CES, je m'appliquais comme d'autres collègues à une approche critique de la CES, ça vient aux institutions, sa dépendance, etc. Mais au fond, la vraie question, c'est pourquoi elle est comme ça et pourquoi les grands syndicats d'Europe, qui sont quand même qui sont rayonnants sur leurs espaces nationaux, qui ont une influence, pourquoi se contentent-ils d'avoir une telle représentation européenne? C'est-à-dire de renvoyer un petit peu la question de la CES à ses affiliés. Pourquoi le syndicalisme européen est-il dans cet état? Deuxième observation liminaire, le vocabulaire est important. Et le vocabulaire qu'on utilise pour parler de ça est un vocabulaire confus. Je veux dire par là qu'on parle de syndicalisme européen comme on parle d'un syndicalisme national. C'est extrêmement différent. Je dirais même que les mots syndicat, syndicalisme, confédération, ça crée une illusion totale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des mêmes objets. On n'est pas dans les mêmes modes de constitution, on n'est pas dans les mêmes fonctions. Si vous voulez, si on regarde bien, c'est ce que disait Richard Hyman, qui est un des grands spécialistes des relations professionnelles britanniques, et il disait, au fond, les systèmes de relations professionnelles, les systèmes d'échange entre représentants des travailleurs, des employeurs, l'État, la triangulation, disons, elle s'est construite à l'échelle des nations. Et d'une certaine manière, le mouvement syndical inscrit. Il s'est développé, déployé dans l'épaisseur des nations, avec les conflits des nations, le substrat culturel, le substrat politique, et que c'est tout ça qui donne une certaine cohérence. C'est pas stabilisé, tout ça bouge beaucoup, mais qui donne une certaine forme à l'affrontement de classe, appelons ça comme ça pour aller vite, dans lequel l'État, les employeurs, les salariés, etc., jouent un rôle. Mais lorsqu'on parle de syndicats à l'échelle internationale, de syndicalisme, on ne parle pas du tout de la même chose. La CES, pour prendre elle, mais ça peut valoir pour la CSI, elle est représentante des confédérations nationales au niveau d'institutions internationales. Elle n'a pas un rapport direct de représentation des travailleurs. Enfin, vous savez, parce que pour ceux qui lisent un peu ce que je raconte, c'est que j'accorde une grande importance à la notion de représentation. Qu'est-ce qu'on représente à travers l'action syndicale? On représente les travailleurs, enfin on essaye en tout cas, mais au niveau national. Mais quand on parle de la CES, est-ce qu'elle représente les travailleurs? Non, elle représente, même si elle a ça en tête sur son site internet, elle est la voix des travailleurs en Europe, dit-elle. Non, elle est la voix des syndicats, des confédérations nationales et de ces fédérations qui essaient de constituer un point de vue par rapport à une politique européenne qui n'est d'ailleurs difficile à qualifier. Elle ne relève pas l'Union européenne, même si c'est un ensemble assez fortement politique, n'est en rien assimilable à une forme étatique. Bon, vous savez bien qu'il y a la Commission, mais il y a aussi le Conseil qui joue un rôle. Donc c'est un ensemble complexe avec un Parlement dont les attributions n'ont rien à voir avec celles d'un Parlement national. Enfin, un peu comme le nôtre, remarquez, il est un peu malmené, le Parlement européen, mais il n'est pas le seul. Mais enfin, le Parlement joue un rôle dans les démocraties parlementaires européennes. Donc, on a affaire, si vous voulez, en parlant de syndicats, de fédérations, de confédérations, on utilise un vocabulaire qui stimule spontanément l'imaginaire qui est le nôtre, qui est celui des organisations que l'on désigne ainsi sur notre espace national.
Et très souvent, au fond, et j'entends souvent ça de camarades qui s'interrogent assez légitimement, en disant « Ouais, mais enfin bon, la Confédération européenne, bon, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et on a le sentiment que ça génère une attente de la part d'organisations qui sont bien incapables d'y répondre, parce que tel n'est pas leur rôle. Et l'utilisation du mot de confédération, alors surtout en France ou dans les pays du sud de l'Europe, où la structuration syndicale accorde une assez grande importance à l'échelon confédéral, ce qui n'est pas le cas ni dans le syndicalisme britannique, ni dans le syndicalisme de type social-démocrate comme l'Allemagne. Mais je trouve que c'est important d'avoir à l'esprit qu'on ne désigne pas les mêmes choses à travers l'utilisation du même vocabulaire. Et que peut-être il faut se départir un peu de ça. Le syndicalisme européen, ce n'est pas une confédération, ses fédérations et ses adhérents que sont les syndicats, c'est un ensemble complexe. Mais le syndicalisme européen, pour moi, c'est les syndicalismes nationaux, toute activité syndicale qui peut être conduite sur cet espace européen. Et la question, c'est de comment penser tout ça en se défaisant un peu, en se départissant de l'image classique d'une confédération dont on attend des mots d'ordre. Par exemple, bon, la Confédération européenne des syndicats n'est pas le quartier général de l'action collective en Europe et ne le sera jamais, parce que par nature, elle n'est pas ça. On peut attendre ça d'une confédération, qu'à un moment donné, elle lance un mot d'ordre. Alors, ça ne veut pas dire que la CES ne peut pas faire autre chose que ce qu'elle fait, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas encadrer ou stimuler des mobilisations à l'échelle européenne, mais si vous voulez, ce n'est pas du tout le même degré d'intégration qu'on peut avoir sur un espace national. Donc, passer ces deux précisions préjudicielles, disons, j'y reviendrai à la fin parce que je voudrais faire deux choses. D'une part, bon, on va parler de la CES, c'est quand même notre objet. Et puis, dans un deuxième temps, plutôt en termes de conclusion, c'est la dernière partie de mon article, c'est essayer de penser l'activité syndicale en Europe un peu plus largement qu'à travers la question de la CES. Parce que la CES est évidemment un élément important, qui est loin d'être négligeable, mais agir syndicalement, ce que j'ai appelé le développement d'un agir syndical en Europe, la CES est un élément, mais un élément important, encore une fois, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres façons d'agir en Europe. Il y a d'autres façons de créer de l'action collective et du rapport de force qu'à travers la seule institution confédération européenne. Donc voilà, donc je vais rentrer dans un premier temps sur donc la CES en tant qu'objet, essayer de la voir d'une manière, de la décomposer un petit peu, voir sa morphologie, hein, quels sont les grands mouvements qui ont été à l'origine ou qui sont le substrat de l'organisation européenne, faire un tout petit historique très rapide, les grandes dates, parce qu'elles sont signifiantes de sur quoi est calée la dynamique de la Confédération européenne des syndicats, et puis préciser un petit peu les règles du jeu interne, comment ça marche. Et puis on va situer là-dedans le rôle des syndicats français, la place qu'ils y ont, qui est une place qui est assez singulière, j'en dirai deux mots. Et puis après, je conclurai sur quelques remarques sur, au fond, comment peut-on penser un espace européen du syndicalisme sans nécessairement se caler sur des formes installées comme celle de la Confédération européenne des syndicats, sans toutefois, je le précise bien, hein, je ne néglige pas l'importance qu'elle peut représenter. C'est un capital d'expérience, c'est aussi un centre de ressources qui n'est pas du tout négligeable et qui est regardé avec beaucoup d'intérêt par d'autres régions syndicales dans le monde. Je me souviens d'avoir reçu des chercheurs argentins qui travaillaient auprès du mouvement syndical de ce pays et qui disaient quand même que les pays d'Amérique du Sud, qui cherchent toujours aussi à se relier entre eux, ne serait-ce que par les accords économiques, le Mercosur, etc., ils essaient aussi d'organiser du collectif et qui venaient quand même enquêter sur la CES parce que vu de ces continents-là, ou même du continent asiatique, ou d'Afrique, etc., ce qu'a fait la CES comme mise en commun, comme construction d'un interlocuteur par rapport à des institutions internationales, est regardé avec un peu d'envie par eux qui sont à des stades bien inférieurs encore d'organisation de leur cohérence. Donc, bon, tout ça pour préciser que je n'accorde pas une moindre importance à la CES, mais je pense qu'il est intéressant de l'aborder sous l'angle d'un agir syndical plus large qui ne se limite pas uniquement à des formes organisationnelles. Alors, la CES elle-même, la toile de fond, pour bien la comprendre,
c'est la constitution sur la longue durée des syndicalismes nationaux. Il y a différents types, des différents modèles, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, il y a des grands types syndicaux en Europe et qu'il faut avoir en tête. Et puis, ça nous incite aussi à apprendre à regarder les syndicalismes des autres avec d'autres lunettes que notre histoire à nous, hein, si vous voulez. C'est un exercice aussi intellectuel de s'engager dans l'international. Ça oblige à se départir un petit peu de nos modèles. Il y a d'autres façons de construire et de concevoir le syndicalisme que celles que les nôtres, parce que c'est pas la même histoire. Et vous savez, j'insiste souvent là-dessus, les syndicats, les formes syndicales nationales, elles sont nées dans une interaction forte avec leur propre espace national, avec le type de lutte qui peuvent s'y dérouler, avec les référentiels intellectuels qui sont les siens, avec la culture du pays, avec un certain type de patronat, un certain type de classe dominante aussi. Le poids de la religion dans telle ou telle société n'est pas le même. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs pour comprendre les dynamiques syndicales des autres, qui ne sont pas nécessairement… Alors, très souvent, on a tendance à les simplifier avec des grandes catégories qu'on connaît, sur lesquelles, bon, c'est-à-dire, il y en a qui sont réformistes, il y en a qui sont radicaux. Alors, tout ça, je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Il faut classer aussi les idées politiques. Hein, mais en tout cas, on ne peut pas se contenter de ça pour juger, peser le syndicalisme des autres, parce que sinon, on est incapable de construire la moindre alliance. Et l'action collective sur un espace plus large que le nôtre passe par des logiques d'alliance. Il y en a différents types, j'essaierai de les évoquer en conclusion. Donc, la toile de fond, c'est les différents types syndicaux qui existent en Europe. Les syndicats, comme vous le savez, ils sont nés dans le 19e siècle, consolidés au 20e, sur des dynamiques sociales et sociodémographiques extrêmement différentes, et en particulier la naissance de la classe ouvrière, qui est quand même le berceau historique de tous les mouvements syndicaux, même si après le syndicalisme s'est élargi à d'autres catégories et d'autres groupes sociaux. Il est né dans la classe ouvrière et très souvent, il a pris les formes durables à partir de l'organisation du monde ouvrier. Et vous savez que qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou qu'il s'agisse de l'Allemagne, on a des types d'industrialisation extrêmement différents entre eux, mais aussi très différent de ce qu'il est en France. Je prends ces trois pays, parce que c'est les plus grands, c'est les pays centraux, disons, du syndicalisme en Europe, avec une industrialisation très précoce et très violente, hein, au Royaume-Uni, on le sait, une industrialisation beaucoup plus récente en Allemagne, en gros après 1871, après l'unification allemande, qui est un pays encore largement rural, mais qui devient industriel en une vingtaine, une trentaine d'années, avec des grands regroupements ouvriers, bon, bien connus, la SAR, etc. Et tout ça dessine un certain type de classe ouvrière, une classe ouvrière très coupée des campagnes, brutalement coupée des racines rurales, ce qui n'est pas le cas en France. On a une classe ouvrière qui se constitue très lentement, qui ne coupe pas ni avec ses racines agricoles. Hein. Très souvent, il y a un lien, il n'y a pas de rupture de configuration sociale très nette entre les ouvriers et les paysans. Ça va se faire tardivement, alors que ça se fait très précocement dans les systèmes très concentrés au Royaume-Uni, etc. Alors, j'insiste pas là-dessus parce que on pourrait y passer des heures, mais c'est important à avoir en tête que le mode de constitution des groupes sociaux a une influence sur le type d'organisation des mouvements syndicaux et que c'est une toile de fond qui est assez différente et qui type des syndicalismes différents. Deuxième point, alors, si, un point qui est très important, c'est pas seulement cette configuration sociologique, mais c'est aussi l'articulation syndicale politique. Et là, va dessiner trois grands types en Europe, et ça, il faut les avoir en tête parce que ça joue encore énormément, même si ce n'est pas des catégories figées, mais il y a trois, je vais résumer ça à trois grands modèles, il y a évidemment des variantes. Le modèle dominant en Europe, il faut avoir toujours ça en tête, mais ça, on l'a en tête, c'est le modèle social-démocrate. Alors, c'est quoi le modèle social-démocrate? Je ne parle pas d'orientation, hein, de savoir si c'est un modèle réformiste, radical et autres. Le modèle de la social-démocratie, quand on fait de la comparaison internationale, c'est un mode d'organisation entre partis et syndicats au sein du mouvement ouvrier. Bon, pas seulement du mouvement ouvrier de tendance socialiste. Bon, la coupure socialiste-communiste, elle arrive plus tardivement. Elle n'arrive pas du tout dans certains pays. Au Royaume-Uni, ça ne prend pas du tout la même forme, même s'il y a une influence communiste. En Allemagne également.
Mais dans les courants, au moment où la fusion entre le mouvement ouvrier et les idées de transformation socialiste s'opère dans des langages et dans des modes d'organisation extrêmement différents. En Allemagne et dans toute l'ère social-démocrate qui est dominante en Europe, c'est le parti qui crée les syndicats. Jusqu'en 1914, les syndicats allemands s'appellent, je vous en fais l'économie en allemand, traduit en français, c'est la Commission générale des syndicats d'Allemagne. Et commission de quoi? Commission du parti. En Belgique, c'est pareil. Avant que n'existe la FGTB, c'est la Commission générale des syndicats belges. Et c'est une commission du Parti ouvrier belge. Bon. Dans ces pays-là, le mouvement syndical est une construction du parti dans une relation étroite dans laquelle, c'est ce que disait Karl Kautsky dans ses discours célèbres, où il dit le mouvement ouvrier avance sur ses deux jambes, le parti, le syndicat, mais le parti est premier, parce que c'est lui qui apporte la conscience de classe au prolétariat. Bon. Alors évidemment, les syndicalistes, ils disent oui, mais enfin bon, nous, syndicalistes, on est beaucoup plus nombreux, donc le parti est premier, certes, mais enfin, tout de même, si on n'était pas là, etc. Il y a des tensions dans cette relation social-démocrate, mais en gros, ça fonctionne beaucoup comme ça. Et le syndicalisme allemand, qui est quand même le modèle référentiel, bon, c'est le plus grand pays, l'influence, enfin, sur l'Autriche-Hongrie, où il y a la même langue, l'influence du marxisme, évidemment, qui est très importante, qui joue moins dans d'autres pays pour des raisons linguistiques évidentes. Les idées marxistes se véhiculent beaucoup plus rapidement dans cette région-là, mais ce régime social-démocrate va s'étendre très vite aux pays de l'Empire austro-hongrois, donc toute l'Europe centrale, l'Europe du Nord et la Belgique aussi vont reprendre ce modèle organisationnel, c'est-à-dire le mouvement ouvrier social-démocrate avec une articulation forte entre partis et syndicats. Les responsables du syndicat siègent au comité directeur du parti et rien ne se fait sans qu'il y ait cet aller-retour entre les deux. Le modèle léniniste va radicaliser ce système de fonctionnement, mais il n'invente rien. La tradition communiste reprend la tradition d'organisation social-démocrate. En France, la seule social-démocratie qu'on a eue, c'est la relation entre le Parti communiste et la CGT. Il n'y en a jamais eu côté du Parti socialiste, parce que son lien au mouvement syndical a toujours été un petit peu élastique, en tout cas n'avait rien à voir avec cette régulation de type social-démocrate. Donc attention, précisons les mots. D'ailleurs, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un échange par voie de presse entre Ruffin et Corbière sur cette question. Vous vous souvenez sans doute, Ruffin disant « je suis un social-démocrate », mais lui, il désignait l'orientation, au fond, il voulait dire par là « je ne suis pas un révolutionnaire ». Voilà. Et Corbière lui répond, c'est pas ça la question. La question, c'est l'articulation syndicat-parti. En France, personne peut dire qu'il est social-démocrate. Bon. Sauf François Hollande le disait, mais par abus de langage. Enfin, c'est parce qu'on sortait du langage scientifique, disant, qualifiant la régulation social-démocrate simplement pour dire je suis modéré. Quoi. Voilà. Bon. Et Corbière, en l'occurrence, c'est pas toujours que je lui donne raison, mais en l'occurrence, dans ce débat-là, mais il est historien, c'est lui qui avait raison. Il faut que la social-démocratie, c'est un mode d'organisation syndicat-parti qui n'a jamais eu cours dans le syndicalisme français, sauf pendant la période où la CGT avait un rapport organique. Alors, on peut en discuter sur comment ça marchait, mais disons, il y avait un rapport organique qui est reconnu par tout le monde entre la CGT et le parti. Ça, c'est une forme d'organisation social-démocrate, c'est celle que vous trouvez au Danemark, dans tous les pays nordiques, en Belgique, je le disais, en Autriche, voilà. Bon. Ça, c'est la grande tradition et qui a évidemment pesé dans les relations syndicales internationales, très fortement. Vous avez, en regard de ça, le modèle français, qu'on va retrouver un peu en Italie, en Espagne, il y a des variantes, mais où le mouvement syndical se constitue à l'abri du parti, de la création du parti. Je ne rentre pas dans le détail, vous savez que l'histoire du mouvement socialiste en France est complexe. L'unification en un seul parti, c'est 1905. La naissance de la SFIO et la CGT, donc le mouvement syndical, a pris forme avant la naissance de ce parti unifié, et au fond, la charte d'Amiens, enfin, il y a la partie de la charte d'Amiens qui traite des relations syndicats-partis, et le reflet de ça, c'est-à-dire si on importe à l'intérieur du fragile édifice qu'est la CGT à cette époque-là, si on importe les conflits politiques qui ont présidé et qui ont dominé la vie de la SFIO pendant ces premières années, alors c'est la mort du syndicat. Et effectivement, rappelez-vous d'une chose qu'on oublie trop souvent, la résolution d'Amiens qui dit que lorsqu'on rentre en syndicat, on doit accrocher à la patère à l'entrée ses convictions politiques, elle est adoptée par un congrès dans lequel 85% des délégués appartiennent au Parti socialiste.
Donc, ce n'est pas du tout un vœu d'apolitisme de gens qui seraient apolitiques. Enfin, ça, c'est la lecture faux de ce qu'était la Charte d'Amiens. Pas du tout. C'est un accord politique pour mettre le syndicat en réserve du conflit politique. Sinon, le syndicat aurait éclaté. La SFIO avait beaucoup de mal à avoir sa cohérence. Donc, le syndicat se construit dans une autonomie, une tension avec le parti politique que l'autre partie de la Charte d'Amiens, d'ailleurs, traduit, c'est-à-dire la fonction d'émancipation appartient au syndicalisme lui-même. Il ne la délègue pas au parti, aux politiques. Et ça, c'est quelque chose qui reste très profondément ancré dans, enfin, je sais pas, il y a une intervention sur 3 au congrès récent de la CGT qui évoquait la Charte d'Amiens. Donc, ça reste quand même une représentation très forte qui est que non, le syndicalisme en France ne délègue pas sur les partis politiques la question de l'émancipation. Il en fait une question syndicale pleine et entière, qu'on va retrouver dans d'autres formes syndicales. Le syndicalisme chrétien, d'une certaine manière, va reprendre aussi cette idée-là, avec évidemment un autre contenu, mais cette idée qu'on est inscrit dans le temps, mais qu'en même temps, le mouvement syndical a une responsabilité téléologique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux fins ultimes et à la question de l'émancipation pour le syndicalisme laïque ou à la question avec une tonalité beaucoup plus religieuse pour d'autres. Mais c'est cette idée de la double besogne, en fait, qui est importante, mais qui n'existe pas dans d'autres systèmes syndicaux. Dans les pays nordiques, la question du changement social, c'est le parti. Le syndicat, c'est vraiment pas son boulot. Et c'était très compliqué à certaines périodes de faire cohabiter ça. Il y a une troisième tradition importante, c'est celle du syndicalisme britannique, qui alors lui, c'est l'inverse. C'est les syndicats qui vont créer le parti. Les syndicats britanniques, c'est les plus anciens, ils sont nés au début du 19e siècle. Et quand ils veulent faire passer une loi sociale, ils s'adressent au Parti libéral qui relaie à la Chambre des communes. Et puis au bout d'un moment, en ont un peu assez de la faiblesse de conviction. Ils vont créer leur représentation parlementaire et en 2006, ils créent le Labour Party. Et jusqu'à une période récente, reste d'ailleurs encore un peu vrai, c'est les syndicats britanniques qui font le programme du Labour, qui lui fournissent jusqu'à Tony Blair. Tony Blair exclu, c'est ça le changement d'ailleurs du Labour, tous les dirigeants du Labour sont des syndicalistes. Bon, ça, c'est un autre mode d'organisation. Vous voyez, mettre tout ça ensemble, ça a toujours fait naître des tensions, mais ça explique aussi qu'on ne peut pas demander à un syndicalisme européen qui agrège tout ça d'avoir un même degré. Par exemple, la question de la double besogne, c'est une question qui n'a pas de sens au niveau européen, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens dans un grand nombre de pays qui le constituent, et notamment dans les grandes forces syndicales. Tu peux préciser double besogne, s'il te plaît, Jean-Marie? La double besogne, c'est ce qui est au cœur de la Charte d'Amiens, c'est cette idée qu'au fond, le syndicat a pour première tâche de répondre aux intérêts immédiats des travailleurs, sans quoi il n'a aucune légitimité. Il faut qu'il soit reconnu comme quelque chose qui apporte immédiatement aux travailleurs, mais qu'il a aussi la responsabilité, au-delà de l'avenir social de la classe ouvrière, et donc qu'il a le devoir de dessiner un projet d'émancipation qui passe par la lutte contre le capital, comme en 1906 on appelle ça de cette manière, l'expropriation capitaliste, la grève générale qui va, etc. Ça, c'est la lecture de l'époque. Bon, tout ça va bouger, il va y naître d'autres représentations du changement social, mais toujours cette idée qu'on a une responsabilité immédiate de faire progresser la situation des travailleurs et qu'on a aussi la responsabilité de dessiner un avenir alternatif, un projet, enfin on l'a appelé de façon différente à différents moments. Donc, diversité des histoires nationales, diversité des types d'articulation syndicats-partis, mais attention, tout ça n'est pas figé dans le marbre. Il y a énormément d'hybridation, il y a énormément de mouvements. Moi, je résiste toujours dans le débat français à ce qu'on essentialise les organisations, qu'on dise, voilà, telle organisation, on lui colle une étiquette et ça lui colle à la peau à jamais. C'est pas vrai, ça bouge. Et c'est vrai dans le syndicalisme européen, c'est pareil. Et ce qui est important à noter, c'est que malgré toutes ces différences au niveau des syndicalismes européens, on a quand même des tendances communes qui se montrent. Et j'en relève 4. La première, c'est les mouvements de renforcement-affaiblissement. Ils sont congruents d'un espace à l'autre. Les phases où le syndicalisme se renforce, c'est des périodes historiques identiques. C'est les années 70, par exemple, où vous avez des vagues de syndicalisation, c'est comme ça que c'est qualifié dans la littérature internationale, et que les vagues de retrait, d'affaiblissement syndical, c'est les mêmes périodisations.
On ne retrouve pas ça en Amérique latine, ça peut être désajusté dans d'autres pays, mais ça montre quand même que l'espace européen, ce n'est pas une construction artificielle. Il y a bien des mouvements parce que quand on voit les phases de renforcement, c'est les mêmes, les phases de retrait, c'est les mêmes. On l'a analysé, moi je l'avais fait dans mon bouquin sur la grève que j'avais fait avec Guy Groux, j'avais regardé ça d'un point de vue international, c'est très très frappant de voir que la pratique gréviste, eh bien, elle monte en intensité de la même manière, même si c'est sous des formes différentes, dans les années 70, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, etc., et que ça retombe, le retour au calme, comme l'ont appelé certains politologues anglo-saxons, se fait de la même manière dans les années 80-90. Il y a un retrait. En France, la désyndicalisation, elle a été plus brutale qu'ailleurs, mais elle n'était pas à contre-courant. C'est arrivé beaucoup plus faiblement. J'évoquais tout à l'heure le travail fait avec des collègues européens, on l'a fait ça en 2019, sur les syndicats en Europe après la grande crise de 2007-2008. Et on arrivait à des constats communs, c'est-à-dire que, alors, qui s'étaient traduits de façon différente selon les pays, mais il y a eu un affaiblissement de la capacité, de la puissance syndicale dans tous les pays, même en Suède. Alors, ils n'ont pas perdu d'adhérents, hein, ils ont perdu 7-8%. Les syndicats suédois, ils syndiquent 80% des travailleurs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eux-mêmes ça disent très bien, bon, on a perdu la capacité d'embrayer. En Suède, on est syndiqué aussi parce que l'économie sociale est incluse syndicalisme. Donc, évidemment, ça crée des filets, des amortisseurs, si vous voulez, à la désyndicalisation. En France, il n'y en a aucun, donc la désyndicalisation a été brutale. Ailleurs, il y a des filets de sécurité qui font que, mais la syndicalisation, l'affaiblissement, on le sent d'un espace à l'autre. Il y a une certaine cohérence, si vous voulez, dans tout ça. Et la relation syndicat-parti, c'est très, très intéressant parce que ce que je disais tout à l'heure sur la régulation social-démocrate, ce lien très fort entre partis et syndicats, il s'est brisé dans les années 90. Il s'est brisé à l'épreuve de la crise, de la gestion, du ralliement, je fais vite, hein, à grands traits, du ralliement au néolibéralisme des forces social-démocrates qui a coupé le lien entre partis et syndicats. Dans les pays nordiques, où il était le plus intégré, c'est très net. Il n'y a plus de représentants de la Confédération syndicale dans l'exécutif du Parti social-démocrate. Au Danemark, ils ont décidé de ne plus cotiser au parti, il y a 10 ou 15 ans. Hein. En Suède, c'est pareil, il y a toujours eu des tensions, mais là, maintenant, ils se parlent, mais évidemment, ils partagent quelques idées, mais le syndicat n'est plus du tout articulé sur l'action politique, et évidemment, en Allemagne aussi, le DGB s'est fortement distancé du SPD. On a connu en France une évolution de même nature, hein, à travers les choix de la CGT de s'affranchir du Parti communiste, par exemple. C'est une forme différente, mais c'est une même période. Donc on doit constater que là encore, il y a une certaine synchronisation, et j'en verrai une dernière qui m'a été inspirée par le dernier congrès de la CES qui a eu lieu la semaine dernière. Donc je suis un peu allé aux nouvelles, hein, je n'étais pas à ce congrès-là, mais l'étonnante féminisation des structures syndicales. Bon, c'est quelque chose qui se traduit en France chez nous par les changements de main des deux principales confédérations. On voit, bon, ça je pense que c'est la pression féministe quand même joue là-dessus, puis c'est une volonté des organisations. Nos deux premières centrales syndicales dirigées par des femmes, on retrouve ce phénomène dans énormément de mouvements syndicaux. En Allemagne, il faut savoir que la présidente du DGB est une femme, qui vient de l'immigration iranienne par ailleurs, mais c'est une femme. Dans le DGB, quand on connaît la tradition ouvrière masculine du DGB, c'est assez étonnant. Et on retrouve ce phénomène. La secrétaire générale de la CES est une femme également, et des gens qui étaient au congrès, où il y avait d'ailleurs une parité absolue, témoignent que cette féminisation des responsables syndicaux est un mouvement qui est transversal et qui est spécifiquement européen. Bon, donc tout ça veut bien dire qu'on a certes c'est le contrepoint de ce que je dis auparavant, c'est-à-dire on a une extrême diversité des trajectoires historiques de constitution des syndicats, et en même temps, ils sont travaillés par les mêmes processus, et donc, bon, ça a du sens de parler de syndicalisme européen. Je vais accélérer un peu parce que je suis parti pour faire un exposé magistral très durable. La CES. Donc, en quelques dates, si vous voulez. Là, d'abord, il y a des contacts avant qu'existent. Ça démarre avec la CECA, au moment de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Des 6 pays membres se réunissent entre eux, mais ça va prendre forme en 1958 avec la naissance du secrétariat syndical européen, qui va devenir la Confédération européenne des syndicats libres, parce que tout ça se fait à l'intérieur de ce qu'on appelait à l'époque le syndicalisme libre, c'est-à-dire les gens qui relevaient de la CISL,
Évidemment, il nous faudrait une toile de fond du syndicalisme mondial. On n'a pas le temps. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans cette dimension-là. Mais en 69, elle devient la CESL, une confédération. Donc on passe du secrétariat syndical à la confédération. Hein, ça a du sens, ça. Et après, en 73, 74, elle va s'élargir. Elle va s'élargir de deux manières. D'une part, géographiquement, elle va englober, au départ, la CES, c'est les pays qui composent la communauté économique européenne. Et en 73, il y a un élargissement de la communauté. Si vous vous souvenez des dates de constitution, c'est là que rentrent le Royaume-Uni, certains pays du Nord, etc. Et en 74, elle s'élargit d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle sort du giron de la CISL, de la CESL, et elle intègre les syndicats chrétiens qui existent à cette époque, qui ne relèvent pas des mêmes allégeances internationales, et elle s'ouvre aussi à la CGIL, la Confédération italienne du travail, qui est un peu le pendant de la CGT, si vous voulez, en Italie, mais bon, avec un communisme italien qui, à l'époque, ne ressemble pas vraiment exactement au communisme français. La CGIL cherche à se dégager de la FSM, du syndicalisme marqué par l'influence soviétique, et cherche à s'inscrire dans le concert européen syndical qui prend forme à cette époque-là. Alors, vous voyez bien, ces dates, 58, 69, 73, c'est des dates essentielles pour l'Union européenne, pour la communauté économique. 58, le marché commun. 69, la relance, après le départ du général de Gaulle, la relance de la construction européenne, le plan Werner, le premier projet de monnaie unique, etc. Et 73, l'élargissement de la communauté. Donc on a affaire, si vous voulez, les rythmes de constitution de la CES, ce sont les rythmes de création de l'Europe, de l'institutionnalisation progressive de l'Europe. Donc il n'y a évidemment pas de surprise à découvrir que la CES, en fait, elle est calée effectivement sur le projet européen. Et donc on va avoir cette tension un peu polaire entre cette idée que la CES n'est qu'une interface créée par les syndicats d'Europe pour s'adresser aux institutions, ou est-ce que c'est un espace de création d'action collective syndicale en Europe? Et bon, c'est pas tranché cette affaire. Il y a toujours eu des tentations différentes. Mais si vous voulez, moi j'ai participé à ce concert des chercheurs qui disaient, mais enfin la CES, elle est absorbée dans les institutions, elle ne sait rien faire d'autre, elle relaie le vocabulaire néolibéral, etc. Ben oui, elle a été faite pour ça. Donc, elle a été faite pour parler aux institutions. Donc, les institutions lui parlent. Et le langage devient effectivement un langage commun. Donc, la CES, elle est ça. Mais la question, évidemment, c'est pourquoi les affiliés n'en font-ils que ça? Parce qu'après tout, la responsabilité d'en faire autre chose, elle n'appartient pas aux 7 personnes qui dirigent la Confédération européenne, elle n'appartient pas au petit staff des 30 personnes qui composent l'appareil de la CES, c'est dérisoire. L'appareil de la CES, c'est rien du tout. C'est une fédération syndicale en France, et pour ne pas la comparer à IG Metall, par exemple, qui a 200 permanents. Hein. Bon, donc voilà. Donc la CES, si vous voulez, c'est une superstructure. La question du quel contenu on lui donne est une autre histoire. Alors, pourquoi, là, j'en reviens un petit peu à ma mise en garde initiale sur le vocabulaire. On est un peu trompé parfois parce que la CES elle-même, elle s'est habillée comme une confédération. Ça date de 1992, la réforme statutaire. Donc, vous avez une confédération qui est gérée par un secrétariat. Il y a un comité exécutif dans lequel il y a un certain nombre de représentants. Et puis, il y a des fédérations de branches. Donc, évidemment, avec un tel arsenal, on pense spontanément au fond, comme une confédération. Bah oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Elle a 10 fédérations de branches qui sont d'inégale importance. Hein. Là, il y a des petits, il y a la fédération des journalistes, il y a quelques petites fédérations, enfin petites, non pas par leur intérêt, mais par leur nombre. Et puis, elle a des mastodontes à l'intérieur qui sont la fédération des services, alors qui regroupe absolument tout. Hein. Ça va du chemin de fer à la banque, aux assurances, etc. Il y a les services publics, qui sont une grande fédération. Il y a aussi l'industrie, qui a été regroupée dans une seule fédération industrielle, qui s'appelle Industry Hall,
All avec un A majuscule, parce que toutes les industries s'y retrouvent. Et là, on a l'impression d'avoir une confédération avec ces fédérations professionnelles. En réalité, je ne vais pas trop développer ça, parce qu'il faudrait mobiliser ce qui s'est passé dans le syndicalisme international aussi depuis une vingtaine d'années, mais vous savez qu'il y a aussi des fédérations syndicales internationales, dont les fédérations professionnelles de la CES sont la partie européenne. Et les fédérations syndicales en question, prenez Industrial ou l'Européenne des services publics, elles sont non seulement dans la CES, mais elles sont aussi dans leur fédération internationale. Je pense par exemple, le cas type, c'est ITF, ETF, la fédération des transports. Elle se reconnaît autant dans la fédération, dans la CES, que dans ITF, dans la Fédération internationale des transports. Donc, c'est des articulations assez compliquées et qui sont assez mouvantes. Alors, quelle est la stratégie de la CES, si tant est qu'on puisse parler de ça? Eh bien, pendant très longtemps, ça a été de reproduire à l'échelle européenne les modèles de relations professionnelles qu'on connaît, que connaissent en tout cas les plus grands influenceurs, c'est-à-dire la régulation social-démocrate, un socle de droits sociaux fondamentaux et une priorité donnée à la négociation collective, et en particulier la négociation interprofessionnelle ou dans les branches. On a eu ça pendant la période Delors, qui a fait accroire à beaucoup de gens que ça y est, on allait proposer au niveau européen ce qui se passait dans beaucoup de territoires, c'est-à-dire négocier. Donc il y a eu des directives qui ont été négociées de cette manière, etc. Tout ça s'est effondré dans les années 2000. Et aujourd'hui, le problème de la CES, si vous voulez, c'est qu'elle n'est plus supportée par ce mythe de création d'un espace de relations professionnelles au niveau européen. Cette utopie s'est un peu effondrée dans le renforcement des politiques néolibérales, le traité sur la stabilité en Europe, que la CES d'ailleurs a refusé, pour une fois qu'elle refusait un traité. La CES a accepté le traité constitutionnel européen, mais après, il y a eu une période de tension assez forte, au moment notamment du traité sur la stabilité, les règles budgétaires et de politique macroéconomique conçues au niveau européen, la CES s'y est opposée. Elle s'est opposée aussi aux politiques de rigueur salariale. Et bon, même si tout ça est retombé un peu, on a eu une petite séquence dans les années 2010-2012 où la CES a cherché à mobiliser un peu par des moyens assez traditionnels, mais pour organiser ça, elle est évidemment fortement dépendante de ses affiliés. C'est-à-dire, est-ce que la capacité à organiser des grèves dépend évidemment des systèmes juridiques qui reconnaissent ou pas la grève, hein. Elle est interdite au Royaume-Uni, on le voit en ce moment, il y a des tensions là-dessus. Elle est interdite en Allemagne, la grève. Enfin, en tout cas, des grèves comme ça, c'est interdit. Donc, si vous voulez, on a à mettre ensemble pour créer des moyens d'action des systèmes juridiques qui sont extrêmement différents, sur lesquels chaque syndicalisme a construit les instruments de son intervention, mais qui sont extrêmement difficiles à mutualiser à l'échelle européenne. Alors, donc tout ça pour dire que il faut faire attention dans les caractérisations brutales qu'on peut avoir de la CES. Son orientation, elle est liée aussi à des choix politiques qui sont faits de mettre ensemble ou de ne pas mettre ensemble. Et si vous voulez, il y a eu des périodes où les syndicats ont accepté de construire une stratégie commune, et il y a des périodes où il y a un repli sur les espaces nationaux. Et ce repli est aussi un effet de l'intégration européenne. On sait très bien que la politique Celui-là, par contre, j'allume, effectivement. Sinon, dominante dommage. en Europe conduit à des divergences dans les espaces économiques et qui crée des difficultés à agir en commun, à créer des intérêts communs entre les travailleurs. On a plutôt tendance à les mettre en concurrence. Bon, regardez la question du fret SNCF aujourd'hui, c'est la bagarre du moment. Et là, on voit qu'on s'affronte à une directive, à une logique d'organisation du marché dans lequel il est parfois difficile de construire des alliances. Parce qu'il y a, dans certains systèmes nationaux, ils ont anticipé cette question, ou ils ont délégué au privé, ou alors ils ont habillé la privatisation du rail autrement. Ça a été le cas des Allemands, etc. Donc c'est très difficile à construire de l'intérêt commun, mais on y est arrivé à certains moments chez les routiers. Il y a eu des actions chez les dockers aussi. Ils ont réussi à repousser une directive portuaire par une action commune. Donc il faut évidemment poursuivre dans cette voie-là, même si ça n'apparaît pas tous les jours très simple. Dernier point, je vais conclure là-dessus, c'est un petit peu l'idée
est-ce qu'on peut penser un agir syndical autrement qu'en disant, bon, ben, chez nous, c'est très simple, ça passe par le mouvement syndical, ça passe par ces structures, bon, même s'il y a beaucoup d'actions collectives, y compris en France, qui ne passent pas par les syndicats, hein, et qui ne passent pas, en tout cas, par la chaîne hiérarchique, heureusement. Mais les syndicats en France, ils ont l'habitude, ils savent faire, mettre en forme, prendre le fil, donner du sens, voilà, aux mouvements sociaux qui peuvent éclore en dehors de leur influence, mais ils ont aussi une influence propre, évidemment, pour organiser l'action revendicative. Donc, est-ce qu'on peut penser de cette manière un syndicalisme européen qui mettrait en commun des capacités qui ne soient pas entièrement liées à un édifice vertical, hiérarchique, pyramidale, auquel fait penser la CES. Mais en réalité, elle n'est pas ça, si vous voulez. On a le sentiment et on veut produire un acteur syndical qui serait en haut, qui appellerait à des mots d'ordre, qui serait décliné au niveau national, au niveau professionnel. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. Donc, je pense qu'il faut penser la construction des rapports de force avec un autre modèle que d'attendre le jour où la CES va lancer le mot d'ordre, etc. Parce que ça, c'est une attente vaine et qui ne peut apporter que des frustrations. Ce que je traduirais, moi, par l'action syndicale en Europe, elle commence ici, elle ne commence pas à Bruxelles. Elle commence par les possibilités, alors très souvent par l'aspect professionnel, mais aussi, il y a eu les marches européennes contre la précarité il y a une dizaine d'années. Elles ne devaient pas grand-chose à la CES, mais la CES a essayé d'établir un lien avec eux. Les syndicats, de construire avec les ONG de cet espace. Moi, j'appelle action européenne toute action qui engage plus d'une entité nationale. Il y a une action commune, une réflexion commune. Alors on peut, je l'ai fait en empruntant à diverses typologies de relations entre syndicats, imaginer quelque chose de très qui peut être très léger comme relation, mais qui engage après des campagnes communes dans certains secteurs ou dans certaines durées, des communautés d'objectifs, des échanges d'informations, aller au-delà. Enfin, si vous voulez, toutes les formes de coopération sont pensables, mais je pense qu'il serait dommage de transférer la responsabilité de l'action européenne aux échelons supérieurs. La responsabilité de l'européanisation du syndicalisme, c'est un enjeu pour tous les syndicalismes nationaux et c'est un enjeu qui ne suppose pas d'attendre que la Confédération européenne devienne autre chose que ce qu'elle est. On peut évidemment attendre qu'idéologiquement, elle se démarque un peu plus des préceptes néolibéraux, etc. Ça, c'est un débat qu'il faut évidemment conduire, mais ce n'est pas le quartier général de la lutte des classes, ça ne le sera jamais. C'est pas de là que viendront les mots d'ordre essentiels. Par contre, il y a des espaces pour créer de l'unité syndicale. Ce qui se passe au Royaume-Uni, les mouvements de grève qui touchent à la survie des services publics, et que ça devrait inciter parce qu'il y a des résonances avec ce qui s'est passé dans notre pays, voilà, ça devrait inciter à s'engager davantage mais c'est une responsabilité de tous les étages. Voilà les quelques remarques pour lancer ce débat. Il aurait fallu, mais c'est une autre discussion, avoir un petit éclairage aussi sur les grandes mutations dans le syndicalisme au niveau qui dépasse celui de l'Europe, parce qu'on ne peut pas non plus penser la grande question anticapitaliste et puis les questions qui dominent maintenant, qui sont celles d'environnement, de climat, etc., si évidemment on ne fait pas intervenir d'autres niveaux que l'Europe. Mais enfin, c'est déjà assez compliqué à ce niveau, donc je vais m'en tenir là. Merci de votre Merci beaucoup, Jean-Marie, pour cet exposé qui appelle, en ce qui me concerne, beaucoup de questionnements. Donc peut-être qu'on aura le temps dans l'heure qui va venir, mais sans plus tarder, je passe la parole à Benoît. Non, mais je pense qu'il faut laisser effectivement le temps au questionnement, parce que moi-même, j'ai pas mal de questions et je suis venu ici vraiment pour apprendre aussi de Jean-Marie. Donc, vraiment, un grand merci pour son intervention qui était passionnante et qui soulève effectivement plein de questions. Je suis venu pour apprendre parce que je pense que c'est un champ que la FSU doit investir avec tous les questionnements et toutes les modalités qu'a dit Jean-Marie. Et évidemment, et donc juste pour faire un mini point, mais qui n'a pas valeur exhaustive, hein, on est nous-mêmes traversés par ce double objectif qui crée même peut-être des tensions du syndicalisme international que tu as rappelé au début, la structuration en secteur professionnel et puis la structuration des confédérations au niveau européen et international.
Et tu l'as dit, il y a à la fois un intérêt direct, enfin, je peux le développer en quelques mots après, mais il y a aussi, et peut-être surtout, dans le syndicalisme international, euh, l'idée qu'on on se hisse à la hauteur d'une organisation représentative quand on pèse dans le syndicalisme européen et international. Et donc, évidemment que pour la FSU, ça soulève plein de questions. C'est pour ça qu'il y a un aspect quasiment symbolique, ou en tout cas un signal aussi qu'il y aurait à permettre à la FSU d'avoir des adhésions internationales au-delà du niveau éducation où on est très présent. Mais il faut évidemment mener les deux. Et les deux, ça se nourrit l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on est très présent aujourd'hui dans l'international de l'éducation, dans la CSE, qui est la branche européenne de l'international de l'éducation, mais qui est aussi la partie éducation de la CSE, de la CES, pardon. Donc, on a comme ça un syndicalisme qui nous permet d'abord de rencontrer les autres, d'avoir un espace d'échange, comme tu l'as dit, et puis d'avoir en retour un vrai impact sur notre action syndicale. On pourrait prendre plein d'exemples, mais tout ce qui s'est développé dans les services publics en termes de néo-management, qui s'est traduit dans l'éducation par tout ce qui est le teach to test, le fait d'enseigner ce qu'on va évaluer, c'est venu d'autres pays, c'est venu d'une réflexion à l'échelle internationale qui nous a, les analyses des camarades des autres syndicats nous ont permis en retour d'avoir une appréhension de ce phénomène, de pouvoir anticiper les éléments plus facilement, d'avoir des échanges de fonds et qui ne sont pas les mêmes échanges que ceux qu'on a quand on lit des choses sur un système éducatif étranger, par exemple. C'est des échanges profonds et en lien avec des gens qui ont une pratique syndicale, c'est-à-dire un lien de proximité avec des métiers, une connaissance fine et une approche syndicale des choses qui est d'une grande utilité, même si ce n'est pas toujours visible, mais c'est d'une grande utilité pour mener des actions sur le territoire national. Après, évidemment, donc l'idée, c'est la FSU a un mandat en particulier, alors qu'il faut mettre en œuvre et ça prend aussi du temps aussi, tout simplement. Et c'est pas forcément, ça va pas de soi non plus pour les autres confédérations qui sont déjà impliquées dans ces regroupements. Alors, l'adhésion à la CES, on a un peu laissé tomber pour l'instant parce que de toute façon, la marche est très haute, mais on va en tout cas reprendre le sujet de l'adhésion à l'EPSU, c'est-à-dire aux services publics européens, hein, dont tu as rappelé, qui sont aussi une assez grosse fédération. Et donc, que pour la FSU, ça c'est très important d'avoir cette possibilité-là. Alors voilà, on sait aussi qu'il y a des freins. Justement parce que ce qu'on a dit au début est important, le syndicalisme international, c'est un peu le brevet de représentativité, de force. Du coup, ce brevet-là, certaines forces ne veulent pas le donner à la FSU. Et donc, même pour la Fédération des services publics, il y a des freins forts de la part des confédérations qui sont impliquées dans ces fédérations et qui dénient à la FSU sa représentativité et ne souhaitent pas donc son adhésion. Et donc, on a effectivement là des petits rapports de force. Alors, on peut s'appuyer par contre sur la CGT, hein, qui est souvent, qui nous dit en tout cas et qui le pratique au quotidien, hein, qui est souvent un point d'appui important pour la FSU, mais le blocage vient plutôt de tous les autres. Bon, pour les services publics, c'est pas un blocage définitif et les choses peuvent avancer. En tout cas, les discussions qui ont eu lieu laissent entrevoir qu'on peut en tirer, qu'on peut avoir quelque chose. Moi, j'étais vraiment très intéressé. T'as pas parlé de la prise de décision dans la CES. Globalement, le syndicalisme international me semble reposer sur du consensus, et c'est de la fabrication de consensus, avec néanmoins des votes majoritaires, hein, à la majorité sur certains éléments, et le principe que finalement un adhérent égale une contribution déjà, et donc égale une voix, et donc on pèse aussi dans le syndicalisme international en fonction de son nombre d'adhérents. On a un poids en fonction du nombre d'adhérents, ce qui crée des réalités peut-être un peu différentes
puisqu'on sait que le rapport à l'adhésion au syndicat n'est pas totalement le même. Les taux de syndicalisation, malheureusement, sont faibles en France. Donc, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus d'appréciation sur les équilibres internes créés par les modalités de la prise de décision. J'étais évidemment très intéressé par ce que tu as dit sur le fait qu'il faut voir le syndicalisme international quelque part comme un espace d'échange qui peuvent aller très loin, ces espaces d'échange. C'est ça, c'est pas des discussions de salon. Et il faut pas que ce soit des discussions de salon. Ce que tu as dit, c'est très profond sur la pertinence, la nécessité, la capacité que ça nous donne à avancer, d'avoir ces espaces d'échange. Et on se demande aussi, d'une certaine manière, si ça peut pas être modélisant sur des relations intersyndicales, y compris sur le territoire national, c'est-à-dire ce qui se passe dans le syndicalisme international, cette capacité à échanger, à faire du commun, ça peut aussi modifier des pratiques nationales et se dire que finalement, ces espaces d'échange, puisqu'ils sont intéressants, puisqu'ils permettent de mettre en commun et d'avancer sur ce qui est commun, ça peut être intéressant de l'appliquer dans les pratiques syndicales en général. Donc, c'est un peu comme ça aussi qu'il faut penser, à mon avis, le syndicalisme international. Après, l'Europe, évidemment, il y a bien un espace européen, voilà, avec des différences de construction syndicale. Mais il y a un espace européen, à la fois politique et syndical. Alors après, il faut lui donner du contenu, hein, l'Europe des peuples, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout ce que tu as développé, voilà, je ne développe pas, mais ça nous semble quelque chose de très important à articuler à la FSU. De faire en sorte que de faire vivre le syndicalisme européen et international. C'est ce qu'on essaie de faire partout où on est. Hein. J'ai parlé de l'International de l'éducation. Il y a aussi d'autres regroupements quelque part partout où il y a des institutions. La FSU, par exemple, elle est dans le CSFEF, qui est le comité francophone de l'éducation, qui regroupe des pays francophones, donc avec essentiellement le Canada et Haïti et les pays africains, parce qu'il y a aussi une institution qui s'appelle la francophonie qui a besoin d'interlocuteurs en face, mais c'est pas simplement faire face à une institution, c'est aussi créer du commun et avoir des actions syndicales en commun dans un espace qui rassemble. Il y a aussi évidemment tout le syndicalisme autour, il y avait l'Alter Summit et puis il y a tout ce qui est l'altermondialisme qui est un petit peu en panne évidemment dans la période, mais qui a eu une époque un intérêt et une capacité d'entraînement avec les forums sociaux mondiaux, les forums sociaux européens. Bon, là-dessus, je ne sais pas si tu as une analyse sur la panne de ces espaces-là qui sont un peu compliqués. L'idée, c'est d'arriver finalement, si j'entends bien ce que tu dis, et je trouve que c'est important de se dire à la FSU que le syndicalisme international, ça ne soit pas des machins, ça ne soit pas des bureaucraties pléthoriques. Et donc, pour que ce ne soit pas ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on les investit. Et je trouve que la réflexion était vraiment très intéressante là-dessus. Et puis, juste dernière chose, alors, tu ne l'as pas abordé parce que tu as dressé un tableau vraiment passionnant, complet, mais la question qui se pose aujourd'hui en lien avec le rapport aux politiques, et en Europe en particulier, c'est la progression de l'extrême droite. Je pense que ça nous renforce dans la conviction qu'il faut un syndicalisme européen parce qu'il y a un espace européen à ce niveau-là aussi. Et malheureusement, il y a un espace européen aussi qu'on voit bien monter avec des mouvements autoritaires, antidémocratiques, xénophobes, qui prospèrent, qui menacent le projet européen, tout néolibéral qu'il soit, et on combat toujours ce projet néolibéral, mais il y a aussi cette menace-là du projet européen. Donc, il y a des choses sans doute à ouvrir en termes d'alternatives sociales, environnementales à l'échelle européenne. Et quelque part, l'extrême droite, c'est aussi du coup le repli nationaliste que nous, à l'inverse, on doit contrer par une ouverture à l'Europe. Et donc la CES et donc l'activité syndicale à l'échelle européenne. Et je crois que ça fait partie des dimensions nouvelles aussi à prendre en compte qui justifient un syndicalisme européen fort et capable de créer du commun par rapport à ces progressions-là.
Et puis, dernière chose, parce que je dis les choses un peu en vrac aussi, hein, sur le positionnement de la FSU et les questions qui sont devant elle. Moi, j'ai été marqué par le 1er mai. Alors, c'est des militants qui sont venus de toute l'Europe. Ce sont des bureaucrates quelque part. Ce sont des secrétaires généraux. Mais il y a eu, parce qu'on l'avait construit dans l'intersyndicale Interpro, la volonté de faire défiler en tête les syndicats européens et internationaux. Donc, ce sont des militants, évidemment. Ça n'a pas créé un mouvement de solidarisation de tous les peuples d'Europe avec le peuple français en train de manifester. Néanmoins, ils étaient vraiment porteurs de ça, d'une part. C'était pas ils venaient avec la parole de leurs adhérents, de leurs syndiqués et au-delà de leur population. Ils étaient porteurs de ce message fort. C'était très puissant. Parce qu'en plus, ça mettait en grande difficulté Macron lui-même, et en tout cas le pouvoir, qui joue lui beaucoup de cette idée que on va aligner vers le bas parce que finalement tout le monde en Europe fonctionne de la même manière. Et regardez, les autres pays européens, ils sont à 65 ans pour la retraite et ils font les réformes nécessaires au pays, et etc., etc. Et voir comme ça que l'ensemble des sensibilités syndicales européennes venaient pour contrer ce discours, pour mettre du coup à mal cette idée qu'il y aurait une dynamique uniquement française de défense des droits sociaux. C'était, je pense, très porteur, y compris devant la secrétaire générale de la CES, qui effectivement regroupe diverses sensibilités, diverses constructions syndicales en Europe, mais qui disait effectivement, nous sommes en opposition avec la mise à mal de la démocratie sociale telle qu'elle s'est faite en France au cours de cette période-là. Et je trouve que c'était un des éléments qui nous permet de dire que oui, le syndicalisme international, il a une pertinence. Et si on le développe, ça développera aussi notre syndicalisme national. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Et voilà, je pense que cette période-là, il faut l'analyser aussi en ces termes-là. Voilà, j'ai terminé. Je remercie encore Jean-Marie et tous les participants à ce stage pour leur participation, parce que je pense que c'est une question importante pour la FSU et je n'ai fait que les esquisser, ces questions-là, et ce n'était pas du tout exhaustif. Merci. Oui, un mot d'ailleurs, ce que tu as dit très justement sur la question de l'extrême droite, parce que le congrès de la CES qui a eu lieu la semaine dernière, là, c'était un thème qui a pris une grande importance. Alors, le congrès se tenait à Berlin et le DGB était très actif sur cette question. Et bon, alors que l'extrême droite, la pression de l'extrême droite, elle s'exerce plutôt dans d'autres pays, mais enfin, en Allemagne aussi, ils ont le problème de l'AfD qui progresse et qui marque des points. D'ailleurs, le débat, enfin, bon, j'ai été sollicité, moi, par la fondation Friedrich Ebert, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une fondation dans le système des fondations allemandes qui est proche du SPD, enfin, qui travaille pour le SPD et qui a organisé, moi, ils m'ont demandé un papier sur les syndicats français et l'extrême droite, et ils l'ont fait pour d'autres, pour l'Italie. On a eu un débat d'ailleurs par Zoom aussi un jour en Europe sur ces questions-là, avec une initiative avec la Fondation Jean Jaurès en France. Donc, il y a un très grand souci dans ces pays, et donc il y a une résolution qui a été adoptée avec une voix dissonante, qui était celle de Solidarność, mais qui a montré par là son isolement dans le syndicalisme européen et international aussi d'ailleurs. Dans la CSI, c'est la même chose. Solidarność disant oui, mais enfin, il y a le communisme, faisant une espèce de parallèle un peu étrange, et donc a refusé de se joindre à cette condamnation. Donc la question de l'extrême droite, et effectivement, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais tu as raison de le souligner, c'est pris très au sérieux par la CES. Il y a une chose que je n'ai pas du tout évoquée, alors que j'avais prévu de le faire, c'est la question des syndicats français dans la CES, les pôles d'influence. Alors effectivement, ça a une structure pyramidale classique, un secrétariat, un comité exécutif, etc. Mais ce qui est très fort, alors il y a des pôles d'influence, évidemment. Les pôles d'influence les plus importants, ce sont ceux qui sont les plus gros. Les Allemands, les Anglais, évidemment, historiquement, sont des pôles d'influence très forts. Petite parenthèse d'ailleurs, lorsque les syndicalistes anglais rentrent dans la CES
en 73, ils sont très hostiles au marché commun. Très hostiles au marché commun. Donc, je précise ça parce que dans le débat dans la CGT, souvent on a dit ah mais si voilà la CES a dicté à la CGT son tournant réformiste, etc. Alors ça c'est vraiment ne rien connaître au syndicalisme européen. Bon, on peut porter le jugement qu'on veut sur l'évolution de la stratégie de la CGT. Qu'elle ait tiré des choses de son insertion dans l'Europe, c'est possible, mais en tout cas, la CES n'a jamais été un modèle organisationnel. Les TUC, alors après, en 89, ils se sont ralliés à l'idée d'un espace commun, mais c'est pas la CES qui les a convaincus, c'est Margaret Thatcher qui les a convaincus que un filet de sécurité de droits sociaux au niveau européen, c'était mieux que le rien du tout qu'étaient en train de construire les conservateurs britanniques. Hein. Donc les grands pôles, évidemment, c'est ceux-là, mais c'est aussi les Nordiques, parce que les Nordiques travaillent ensemble depuis toujours. Il y a un conseil nordique. Donc c'est un pôle d'influence, hein, Suède, Danemark principalement, qui ont souvent des points assez proches, assez communs. Et puis, il y a eu un moment une influence méditerranéenne, mais bon, alors les syndicats français là-dedans. Les Italiens exercent une influence importante. D'une manière générale, on exerce de l'influence quand il y a une voix syndicale par pays, quand il y a une voix nationale, si vous voulez, qui s'exprime. Les syndicats italiens, ils s'expriment toujours d'une seule voix. Bon, eux, ils ont l'habitude un peu de travailler ensemble et d'avoir des points de vue communs. C'est moins vrai pour les Espagnols, quand même, il y a une tension en Espagne entre les CCO et l'UGT, même si les CCO sont dominants, mais dans la CES, ils s'expriment d'une seule voix. C'est-à-dire qu'avant, de tout comité exécutif, ils conviennent entre eux de ce qui sera dit, et celui qui intervient au nom des syndicats espagnols, pareil au Portugal, là où la divergence syndicale est encore plus forte, et la disproportion des forces aussi plus importante. Quand il y a une prise de position portugaise, en général, et bien en général, il peut y avoir évidemment des moments où c'est plus compliqué que d'autres, mais le syndicalisme est porté par une seule voix. En France, c'est compliqué, et ça a été un peu le cas quand la CGT est rentrée en 99. Avant, c'était pas le cas du tout, parce qu'il y avait la CFDT et FO, et en général, quand ils intervenaient, c'était pour dire le contraire de ce qu'avait dit le français qui les avait précédés. Au moment où il arrive, Bernard Thibault a un peu brisé ça parce qu'il a quand même compris comment ça marchait et il a toujours pris soin, c'est pour ça qu'il était apprécié d'ailleurs par les autres pays, c'est qu'il prenait soin de parler au nom des syndicats français, ce qui agaçait beaucoup la CFDT d'ailleurs, mais il essayait de prendre un peu de hauteur par rapport aux tensions qui traversaient notre paysage syndical et essayer de porter une voix qui pouvait être acceptée par les autres. Bon, c'est un jeu un peu permanent, mais ça fait partie des règles du jeu de la CES. Et si on veut y être influent, y exister, bah, il faut accepter une partie des codes qui sont déterminés par tout le monde. Donc l'influence des syndicats français, c'est difficile parce que la division syndicale pêche un peu. Ils sont regardés parfois comme leur nombre d'adhérents, évidemment, c'est un critère qui est mobilisé, même si tout le monde sait que ce n'est pas le critère unique, mais enfin, des fois, ils apparaissent un peu comme les parents pauvres. Mais, fort heureusement, il y a ces grandes séquences protestataires depuis 95. C'est pour ça que la CGT, d'ailleurs, a été accueillie favorablement. C'est qu'en 95, elle avait joué un rôle important dans le mouvement social. Et les grandes mobilisations récurrentes, 2003, 2009, 2010, et le mouvement récent, ça attire toujours l'attention des autres mouvements syndicaux, qui d'ailleurs, bon, pour avoir été souvent à Bruxelles dans le cadre de mon travail doctoral et après, c'était, ils comprennent pas comment ça marche. Comment, avec des syndicats aussi faibles et dispersés, on peut arriver à mettre des millions de gens dans la rue, ce que les Allemands n'ont jamais réussi à faire. Ils n'ont jamais trop essayé non plus, mais une fois quand même, ils ont essayé et ça n'a pas trop marché. Attaque Allemagne avait rassemblé plus de gens que le DGB dans une manifestation de rue, ce qui était quand même un peu paradoxal. Bon, c'est pas les mêmes traditions syndicales et finalement, la France, les syndicats français sont toujours regardés d'une façon interrogative. Ils s'interrogent sur leur degré de puissance. C'est aussi ça qu'on avait exploré avec les collègues d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut permettre de typer la puissance syndicale? Le nombre d'adhérents, ça suffit pas. Être capable de mettre des gens dans la rue, ça suffit pas non plus. On l'a vu dans la séquence récente. Comment construire une puissance syndicale en mêlant tout ça? Et c'est un sujet la période est assez favorable. Et ça rejoint à ce que dit Benoît. C'est-à-dire, il y a une part de construction symbolique
mais c'est très important la symbolique. On le sait, même dans le champ politique national. Ce sont des... Bon, on a pris ça avec la sociologie de Bourdieu, hein, la production symbolique, le rapport de force, la violence, etc. Tout ça relève de dimensions symboliques extrêmement importantes. Et la symbolique, y compris dans notre mouvement syndical, la symbolique des congrès, etc., tout ça participe de la construction de la représentation, la façon dont les syndicats se montrent à l'adversaire de classe, mais aussi aux travailleurs qui sont censés représenter, aux autres syndicats, aux partenaires ou aux opposants politiques, etc. Tout ça. Et c'est vrai que cette participation des dirigeants au 1er mai français, ça avait un sens. Ça avait une signification très forte de résonance. Alors, je n'ai pas eu le détail hein, sur les syndicats français au congrès de la CES, mais je pense que ça a eu un écho, y compris ça a relancé la question des services publics bon, avec ce qui se passe au Royaume-Uni aussi est important. Hein, il y a une mobilisation très profonde qu'ils n'avaient pas eue depuis des décennies. Donc, il y a des bougées, et là, le mouvement social français a apporté des choses, et ce n'est pas un hasard si les dirigeants du syndicalisme européen sont venus là, c'était justement pour signifier ça. On va voir la portée que ça aura, mais je pense que ce mouvement qui a déjà une portée importante dans notre propre syndicalisme domestique en aura à l'échelle européenne, voire au-delà. Merci beaucoup de ces premières réponses très intéressantes. Donc, il y a Stéphane, Catherine et Marc. Je propose de vous donner la parole à la suite. Donc, Stéphane, vas-y. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vrai que c'est un sujet que moi, personnellement, je ne maîtrise pas du tout. Hein. Effectivement, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que classiquement, lors des congrès départementaux, donc moi, je suis de la FSU 34, lors des congrès départementaux, c'est un peu le thème qu'on ne traite pas, on ne prend pas du tout le temps de traiter, voilà, par manque de connaissances. Hein. Voilà. Et parce qu'on ne maîtrise pas non plus les enjeux. Donc moi, j'avais une question, en fait, deux questions. C'est plutôt par rapport, même s'il y a des choses qui ont été déjà dites, par rapport à l'adhésion en elle-même, le processus d'adhésion à la CES. C'est-à-dire comment se fait l'adhésion d'une fédération, d'une confédération d'ailleurs, au sein de cette CES. Est-ce que selon les pays d'ailleurs, il y a déjà eu des réticences, des obstacles majeurs à pouvoir intégrer ? Et est-ce que c'est vraiment un processus qui se construit sur le long terme, de la même manière d'ailleurs que les pays européens, enfin que des pays peuvent entrer dans l'Union européenne, c'est un long processus. Est-ce qu'il faut construire des alliances avec qui enfin, j'ai mal un peu à comprendre comment les choses se font. Donc ça, c'est la première question. Et selon vous, Jean-Marie, donc est-ce que la FSU finalement a vocation à intégrer ce genre de structure? Bien finalement, notre présence au sein des fédérations, de différentes fédérations, comme ça a été dit, les services aux éducations, finalement, ça peut, c'est suffisant, quoi. C'est vrai que je vois quel serait l'intérêt, effectivement, en plus d'intégrer la CES. Voilà, merci. Catherine, tu enchaînes et puis… Moi, je ne trouvais plus le micro et je n'ai pas de caméra, excusez-moi. Alors, merci infiniment pour cet exposé qui est tellement riche et qui ouvre tellement de questionnements et puis qui apporte tellement d'informations qu'on en est resté un petit peu bouche bée finalement. Donc, il a fallu du temps pour poser des questions. En fait, moi, je reviens sur l'extrême droite. Donc, vous avez parlé d'une résolution qui a été votée dernièrement au congrès de la CES. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contenu de cette résolution? Est-ce que vous en connaissez les termes? Voilà, c'est tellement d'actualité qu'on a besoin de le savoir. Merci. Merci Catherine. Marc? Oui, mais merci. Moi aussi, je vous remercie pour cet exposé, bien complimenté par Benoît. Donc, qui permet d'avoir, je dirais, un paysage assez lisible et assez clair de la situation, qui, pour moi, évoque un certain nombre de questionnements. Donc, premièrement, il n'apparaît pas dans cette réflexion pour l'instant, pour moi, ce qui est très tranché entre le syndicalisme, la transformation sociale, sociétale, et un syndicalisme d'accompagnement. Là, on est dans l'ensemble de ce qui a été exposé, on était plutôt dans l'accompagnement, dans la recherche de consensus, dans le dialogue avec les institutions et les institutions européennes,
Donc, évidemment, on peut espérer comme ça fabriquer des communs ou pas, ou du commun ou pas. Mais ça, c'est un questionnement d'ordre général auquel on ne va sûrement pas répondre aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on sent bien que le but est de fabriquer du commun et pas forcément d'aller vers une transformation sociétale. Voilà. Alors, derrière ça, derrière ce questionnement, il y a que mon concept, c'est une crise sociétale très grave dans laquelle nous nous trouvons, exposée à trois grandes menaces. La menace écologique d'une nature immanente qui nous sanctionne par rapport à un système économique post-libéral qui par sa philosophie de productivité infinie, va déclencher l'extinction de la nature pas du tout dans l'infini, mais dans l'infini. Deuxièmement, des menaces technologiques, biotechnologiques, etc., qui font que le statut de l'emploi, par exemple, mais pas que, hein, mais notamment le statut de l'emploi et les types d'emploi et le nombre d'emplois et tout ce qu'on veut, ça va bouger beaucoup. Ça bouge déjà beaucoup et que le concept de travail, si lui n'est pas menacé dans sa qualité de travail humain, l'emploi tel qu'il est défini dans le post-libéralisme, lui est fortement menacé. Alors donc ça, c'est encore une deuxième observation. Et dans cette situation-là, donc j'ai dit la crise écologique, la crise technologique et la crise démocratique, pardon, j'ai oublié la troisième, les menaces démocratiques qui font l'extrême droite, font effectivement monter l'extrême droite parce que les gens sont en souffrance, ils n'ont pas de travail ou ils ont un travail très peu rémunérateur, ils ont un travail très peu intéressant, ils ne peuvent pas envisager d'évolution dans leur travail et dans leur métier. Tout ce qui se négocie, c'est éventuellement quelques petites portions de qualité du travail, de primes, du bricolage, on va dire, sur le fait de rendre ce travail a priori très insupportable, un peu moins insupportable. Et donc, on est sur cette crise du post-libéralisme que la fabrique de communs au niveau européen ne me paraît pas très réaliste pour la résoudre. Alors, pour finir sur l'extrême droite, donc on est sur le dogme ultralibéral, hein, néolibéral ou post-libéral, qui est un dogme puisque c'est la finance et l'économie qui fait la pluie et le beau temps, qui font la pluie et le beau temps. Et donc, dans cette situation critique, que fait l'extrême droite? Eh bien, elle fait son populisme habituel et elle se met à l'écoute des gens, parce que forcément, en étant pas en responsabilité, c'est plus facile de se mettre à l'écoute des gens et de faire comme si elle allait tout résoudre. Et pourquoi elle est incapacité de faire ça? Parce que notre système politique, cette fois, il se résume à un grand centre mou, très mou, plus de partis politiques audibles de chaque côté, du côté droit et du côté gauche classique, démocratique, plus de partis politiques, plus de corps constitués, des associations instrumentalisées pour prendre en charge des délégations de services publics. Donc, tout un système qui fait que les gens n'ont plus de prise, n'ont plus de communication avec ceux qui les dirigent, ont l'impression de ne pas exister. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils se réfugient. Alors, ce grand centre isolé de ces extrêmes fait que les gens du centre vont essayer de rejoindre les extrêmes, notamment l'extrême droite, dont je pense évidemment aux républicains en particulier, rejoindre l'extrême droite pour devenir audible, mais de la même façon que l'extrême droite, et on va se retrouver vers des replis communautaristes d'une part, et d'autre part des sursauts, des soubresauts comme les Gilets jaunes, et qu'on a connu aussi lorsque les faisceaux en Italie se sont créés, c'est-à-dire que le peuple ne restera pas les bras ballants si les syndicats ne se mettent pas effectivement à l'échelle de ce qu'on en attend pour la défense des travailleurs. Il ne restera pas les bras ballants, il va se révolter. Et il va se révolter de manière complètement anarchique. Et comme toujours, ces révoltes seront récupérées par les extrêmes. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui m'inquiètent beaucoup sur le plan européen. Alors, je ne dis pas ça pour dire qu'il faut cesser toute tentative de syndicalisme européen,
mais je pense qu'il faut continuer à avoir, surtout en France, notre syndicalisme de transformation, parce que c'est là où le peuple nous attend. Voilà, j'ai dit. Alors, entre-temps, il y a 2 autres camarades qui se sont inscrits, Christophe après, mais il y a aussi Mathieu qui est sur son téléphone portable, parce que donc il avait un petit problème de connexion, mais il peut sans doute parler. Mathieu, Oui, vous m'entendez? on t'entend très bien. Bon, bah c'est déjà ça. Désolé mes camarades de vous lâcher. J'ai plus d'internet dans mon quartier, semble-t-il. Donc je suis sur mon portable. En 30 secondes, vraiment, merci beaucoup à Jean-Marie pour son exposé tout à fait passionnant. Et j'ai une question à poser, enfin j'en ai plein en fait des questions à poser, mais j'aurais voulu revenir également sur la question de la FSM que tu abordais. On n'est pas au cœur du sujet, hein, on est bien d'accord, mais sur les questions de syndicalisme international, est-ce que tu peux repréciser un petit peu la nature des liens entre la CES et la FSM, et peut-être qu'il n'y en a pas, et repréciser peut-être en quoi c'est un enjeu finalement, l'adhésion à cette fédération, c'est un enjeu encore interne au débat dans les syndicats français et européens. Alors ça mériterait presque une séance en soi, hein, mais si ça pouvait te permettre de dire quelques mots sur l'existence des fédérations internationales, tu l'as abordé hein, en disant que ça serait trop compliqué et trop long, donc je ne sais pas si c'est possible. Et puis vraiment un petit point de détail, j'étais intéressé par ce que tu disais sur l'interdiction de certains types de grèves en Allemagne et au Royaume-Uni. Je pense que c'est des grèves dites de solidarité, enfin, je ne sais pas trop. Je pense que ça, on ne le sait pas trop en France, et ça m'aurait intéressé. Mais il y a tellement de choses à traiter que je comprendrais très bien que tu ne puisses pas le faire, Jean-Marie. Merci beaucoup. Et merci à Benoît d'accepter d'animer, parce que là, je ne suis pas en capacité technique de le faire. Merci Mathieu. Donc Christophe? Oui, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, merci Jean-Marie, hein, effectivement, pour cet exposé très complet, passionnant, moi qui m'a laissé quoi pendant effectivement plusieurs minutes, quoi. Tellement il y avait de choses à prendre, et puis tellement on méconnaît aussi ces questions, quoi, voilà. Moi, c'était une question aussi par rapport à la montée de l'extrême droite en Europe, et notamment, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le traitement aujourd'hui des syndicats en Italie par rapport à l'extrême droite au pouvoir, quoi, voilà. Et plus généralement, bon, moi je suis issu de Nice, la question des migrants aux frontières, quoi, hein, voilà. Et donc, quel est le traitement aussi, si vous avez des informations sur les associations qui s'occupent des migrants, quoi, voilà. Merci. Peut-être Jean-Marie, du coup, pour ce premier tour. J'espère qu'on aura après l'occasion de reposer quelques questions, mais peut-être déjà, je pourrais compléter après. Ton micro n'est pas ouvert. Attention. Non. Voilà. Oui, sur la question de l'extrême droite, là, bon, c'est un débat récent. Le congrès de la CES a eu lieu la semaine dernière. Benoît sait où j'étais la semaine dernière, puisque nous étions au même endroit. Et donc, bon, j'ai eu quelques échos depuis à quelqu'un qui a participé, mais la CES n'a pas encore publié les textes issus du congrès, évidemment. Donc, pour l'instant, j'en sais pas plus que ça. Je ne pourrais pas vous dire exactement quels sont les termes, mais ce qui m'a été dit quand même, c'est que ça avait occupé une grande partie des discussions, que c'est un souci qui est quand même très largement partagé. Et ça aussi, ça joue, si vous voulez, le principe d'adversité, ça crée de l'unité. Hein. C'est que lorsqu'un danger menace, ça joue aussi d'ailleurs pour le syndicalisme français. Hein. Je pense que cette menace de l'extrême droite est une des composantes de l'intersyndicale et peut-être de son devenir, et que cette menace est évidemment prise très, très, très au sérieux. Les termes dans lesquels ça s'est fait, j'en sais pas plus. Mais je regarderai ça. Et bon, je vais aller sur le site de la CES. En général, ils publient des documents. Alors, ça me fait le pan avec la dernière question qui était en Italie, comment ça se passe? Alors là, c'est pareil, je n'ai pas vraiment le détail, mais un épisode tout de même qui est que la CGIL, qui est le plus grand syndicat hein, en Italie, largement, a invité à son congrès, comme elle fait toujours d'ailleurs, elle invite toujours par principe le président du Conseil. Qui, vous savez, en Italie, joue un rôle. Il y a un président de la République qui est plutôt en réserve de la République en Italie, et c'est un régime parlementaire. Hein, et donc, le président du Conseil, le chef du gouvernement, c'est lui qui incarne le politique. Donc,
Et bon, évidemment, les présidents du Conseil en général ne viennent pas, sauf, comment s'appelait-il, celui qui a été président de la Commission européenne, là, qui était le dernier à s'être rendu à l'invitation du Congrès de la CGIL. Et là, Giorgia Meloni a répondu à l'invitation, elle est allée au Congrès de la CGIL. Inutile de vous dire que c'était une ambiance assez étonnante, et elle a fait un discours bon, qui était... elle a répondu au secrétaire général de la CGIL qui avait fait un rapport introductif dans lequel, évidemment, aucune mesure gouvernementale ne trouvait grâce à ses yeux, et Giorgia Meloni en a fait l'observation préliminaire, et après, bon, elle a tenté un espèce de jeu de séduction parce qu'elle est assez maligne, bon, en jouant sur les cordes sur lesquelles joue Marine Le Pen en France, c'est-à-dire du social, etc. Mais enfin, la politique qui est conduite, reste quand même évidemment une politique néolibérale. Donc il y a tension, si vous voulez. Il y a aussi l'idée d'une réforme des retraites qui a été à nouveau évoquée par Mélanie. Peut-être qu'avec ce qui s'est passé en France, elle prendra plus de précautions que n'en a prise Macron. Peut-être qu'elle s'en foutra au même degré que Macron du mouvement syndical. On verra. Mais en tout cas, les syndicalistes italiens, si vous voulez, ont été très attentifs à ce qui se passait en France, ça c'est sûr, et ça les a probablement regonflés. C'est pas uniquement un soutien comme ça de l'extérieur, c'est que en fait, c'est un jeu de domino, les stratégies néolibérales. Il y a des choses qui passent dans un pays, puis après, on se cale sur les autres. Le gros argument de Macron sur ses 65 ans, c'est de dire ailleurs, ils font 65 ans. Bon, alors évidemment, c'est pas tout à fait vrai, ou c'est des règles légales. Enfin, c'est très compliqué le système des retraites. On peut pas se caler uniquement sur l'âge légal de départ. Il y a bien d'autres paramètres. Donc, évidemment, ils nous présentent toujours ça par petits bouts, ce qui les arrange. Mais c'est une question qui existe dans tous les pays européens, cette question des retraites, parce que je pense que c'est le point d'application de la réforme néolibérale. La réforme permanente du néolibéralisme, la question des retraites, à mon avis, c'en est vraiment le fétiche, quoi. Enfin, au sens où Marx parle de la marchandise comme fétiche des rapports sociaux capitalistes. Là, on a vraiment les retraites, c'est la réforme fétiche du programme néolibéral. Donc, ça va arriver en Italie, c'est prévu, ça arrive ailleurs, et là, évidemment, ça met en œuvre la question des droits. Alors, le droit légal de la grève en Italie est assez proche du système français. Mais c'est ce qu'on appelle des régimes extrêmement libéraux. Si on fait de la comparaison internationale sur les grèves, j'ai fait un petit chapitre là de mon bouquin sur les grèves en 2009, mais un chapitre assez court, mais qui, à mon avis, quand même résume assez bien les différences abyssales de droit de grève qu'il peut y avoir entre les pays d'Europe. Avec le Comité des droits sociaux européens, qui est une institution auprès du Conseil de l'Europe, non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Vous savez que la Charte sociale des droits fondamentaux est une création en 1961 du Conseil de l'Europe, et donc il y a un comité qui suit et qui adresse tous les ans des remarques aux États sur ces droits, le respect des droits sociaux fondamentaux. Et régulièrement, des pays comme le Royaume-Uni et même l'Allemagne les Pays-Bas aussi, se font rappeler à l'ordre pour leur législation sur les grèves, qui sont des législations extrêmement restrictives et qui ne correspondent ni à la Charte sociale européenne, ni parfois même aux conventions internationales de l'OIT. Il faut savoir que le droit de grève en Europe est extrêmement contraint. Nous avons le système le plus libéral, même s'il a été un petit peu écorné par les obligations sur les services publics, l'obligation de se déclarer 48 heures à l'avance, etc. Mais on a une capacité à faire grève en France qui est extrêmement large, étendue. Bon, c'est lié à des particularités qui sont communes avec l'Italie d'ailleurs, qui est que le droit de grève est reconnu aux citoyens et non pas aux syndicats. Ailleurs, c'est un droit de grève qui est lié à l'activité syndicale. En France, c'est les citoyens qui ont le droit de faire grève. Et on sait que beaucoup de grèves, d'ailleurs, elles doivent être couvertes par les syndicats, mais c'est un droit individuel reconnu par la Constitution. Et ça dessine une économie juridique de la grève qui est complètement différente d'un pays à l'autre. Au Royaume-Uni, les réformes thatchériennes ont très contraint le droit de grève. Je vous donne qu'un exemple. La grève dans un commerce, par exemple, a été rendue interdite par le fait qu'un jour, il y a eu une plaignante, vous savez que ça joue beaucoup par le jeu des plaintes, il y a peu de droits positifs en Grande-Bretagne, c'est un droit qui est construit par la jurisprudence. Au moment d'une grève dans une chaîne de distribution alimentaire, ce sont des citoyens qui ont porté plainte. C'était une atteinte à leur liberté de se nourrir, de s'approvisionner.
Et l'instance arbitrale juridique a donné raison à ces plaignants. Et donc, on ne peut pas faire grève dans les commerces parce qu'on contrevient à la liberté du citoyen d'aller acheter sa nourriture à tel ou tel endroit. Il faut voir l'état où en est la grève dans nos sociétés européennes, hein. C'est extrêmement sévère. Les Pays-Bas, c'est pareil. Aux Pays-Bas, on n'a pas le droit de faire grève sur la décision d'une entreprise. On a le droit de ne faire grève que sur les conséquences qui affectent les salariés. En clair, vous avez le droit de faire grève si la déclinaison d'un plan de suppression d'emploi ne vous va pas, mais vous n'avez pas le droit de faire grève pour contester l'existence même d'un plan de suppression d'emploi. Et dans les entreprises, c'est quelque chose, ça change tout, hein, dans la capacité syndicale à intervenir. Donc il faut voir que, c'est pour ça qu'avant de juger en disant la CES, elle est réticente à appeler à des grèves, etc., bah oui, mais enfin, on a à gérer là une diversité qui est quand même extrêmement compliqué. Alors, c'est pour ça que les catégories par lesquelles on essaie de comprendre et d'observer les autres, il faut les manier avec beaucoup de précautions. Par exemple, la catégorie de syndicalisme d'accompagnement, syndicalisme de transformation sociale, bon, dans le langage indigène, ça nous parle. Transporter ça en Allemagne, ça leur dit absolument rien. Si vous voulez, ça n'a pas grand sens. Bon, chez les Italiens, si, ça résonne à des débats stratégiques qui ont lieu, mais dans les pays d'Europe du Nord, vous leur dites ça, mais la transformation sociale, ça c'est une question politique, ça c'est le champ des partis, c'est pas le champ du syndicalisme. Le syndicalisme, il peut construire des rapports de force et des actions qui facilitent l'action du parti, qui facilitent la marche vers ça, mais la responsabilité de la transformation sociale, elle n'est pas comprise comme relevant du champ syndical. Alors, encore une fois, il faut se méfier du transfert des catégories, mais il faut aussi se méfier de la tentation fixiste, c'est-à-dire que les identités syndicales ne sont pas figées. Ça bouge énormément, et il y a des facteurs qui contribuent à ça. La question de l'extrême droite politise le syndicalisme, parce qu'il faut qu'il se justifie là-dessus. Pourquoi, au fond, là, dans ce que je disais tout à l'heure, la question du parti, la question du syndicat, ce qui relève du syndicat, pourquoi on irait se préoccuper de la croissance de l'AfD? Mais là, le DGB considère que c'est une question politique majeure. Certes, elle est politique, mais elle a son pendant dans le champ syndical. Et le deuxième facteur qui politise également le syndicalisme un peu partout, c'est la question de l'environnement et de l'écologie. Parce que là, on ne peut plus poser les enjeux de salaire, d'emploi, notamment d'emploi, sans évidemment se heurter directement à cette question-là. Et ça, c'est une question forte dans le syndicalisme allemand, parce que le DGB, par exemple, défend des positions très favorables aux questions écologiques, évidemment, mais IG Metall, IG Chemie est dans un deal avec la direction de BASF pour défendre les saloperies qui nous vendent dans le monde entier, hein, l'agro-business, tout ça. Bon. Et là-dessus, les syndicats ont beaucoup de mal au nom de la question de l'emploi. Et dans l'industrie allemande, on sait l'importance qu'a l'industrie allemande et notamment les industries d'exportation, et donc il y a une tension dans le DGB qu'on retrouve dans la CES, parce que entre la CES elle-même, qui a des positions très pro-environnement dans le débat européen, elle les défend, elle a un problème avec Industrial, avec sa fédération de branches, qui, elle, a des positions beaucoup plus ambiguës et des deals avec le patronat européen pour faire en sorte que les contraintes, les normes, etc., bon, ne conduisent pas à un saccage des emplois dans l'industrie. Bon, c'est des tensions qu'on a aussi. Le débat dans la CGT sur plus jamais ça, c'est le reflet de ça. À la façon dont on le vit chez nous. C'est-à-dire que, bon, il y avait des débats de forme aussi sur la façon dont le débat était arrivé dans la CGT, mais il y a des fédérations industrielles qui disent, ça a été dit d'ailleurs, attention, la question de l'emploi, il faut remettre du social dans la question environnementale, etc. Donc, tout ça se retrouve dans les débats en Europe, dans les débats européens. Donc, j'insiste sur la fluidité des représentations. Le syndicalisme bouge partout. Il est encore évidemment porté par ces tendances profondes, parce qu'il a marqué par le fait que les syndicats, c'est les productions de l'histoire nationale, donc ils sont très ancrés dans les coutumes, dans la façon dont la politique se dit dans leurs espaces nationaux, mais en même temps, ils ont besoin aussi, les normes, si vous voulez, le tournant écologique, on ne peut pas le penser pays par pays. C'est bien évident que s'il n'y a pas de normes européennes, ça ne marchera pas, et si l'Europe ne se protège pas non plus de la camelote non écologique qui vient de l'extérieur, ça va détruire l'emploi. Donc ce sont des questions extrêmement politiques.
Et donc, ces syndicalismes-là, il y a de la fluidité, il y a de l'élasticité dans les représentations. Et je pense l'acteur doit s'inscrire en pour là-dedans. Et c'est pour ça que l'AFSU, je trouve que c'est un signal, Benoît l'a rappelé, un signal de sa propre maturité que de vouloir s'engager. Après, il faut trouver les espaces. Ou avec qui, en général, c'est la question qui a été posée, c'est comment on rentre là-dedans, c'est quoi la porte d'entrée, c'est quoi la trajectoire d'affiliation. Elle peut être diverse. Vous êtes une fédération professionnelle, donc pour les confédérations, il y a eu la voie principale pour rentrer, c'était la reconnaissance des autres. Par exemple, la CGT portugaise, qui quand même était très hostile à l'Union européenne, elle est en partie restée d'ailleurs, elle a réussi à rentrer dans la CES. Moyennant quoi, c'était pas un critère politique. Pourquoi? Parce que l'UGT portugaise était favorable. Et en Espagne, c'est pareil. Il n'y a pas eu de problème parce que les CCO n'ont jamais été membres de la FSM. Enfin, les obstacles qui avaient été mis à l'adhésion de la CGT n'existaient pas pour les CCO. Mais elle est rentrée parce que l'UGT espagnol était favorable. Et en France, ça a longtemps été un problème, l'adhésion de la CGT. Il s'est dit même que c'était pour obtenir l'aval des autres, que le syndicalisme rassemblé avait été mis en place par Vianney en 1991. C'était une façon d'accéder à la CES. Là, en l'occurrence, c'était faux. Parce que, si vous voulez, les syndicats d'Europe attendaient un geste de la CGT. Ce geste, c'était sa désaffiliation de la FSM. Et à partir du moment où Louis Vianney a indiqué clairement aux Allemands, aux Néerlandais, que la démarche était en cours de désaffiliation, c'est ça le critère qui a ouvert la porte. Et les autres syndicats français qui étaient un peu contrariés par ça, ils ont dû suivre le mouvement en réalité. La CFDT, elle n'était pas chaude, mais elle ne pouvait pas s'y opposer parce que son image aurait été très atteinte auprès des autres syndicats. Les autres syndicats, si vous voulez, c'est des réalistes. Bon, la CGT, à l'époque, c'était le premier syndicat, dans le monde ouvrier, c'est incontournable, donc voilà, il faut qu'elle soit dans la CES. Il y avait un obstacle, c'était l'appartenance à la FSM, ça, c'était pas supportable. À partir du moment où cet obstacle a été levé, il n'y avait plus de raison, et même FO, je le dis dans mon bouquin d'ailleurs, même FO n'a pas voté contre. Blondel s'est opportunément rendu aux toilettes au moment du vote pour ne pas avoir ni à voter pour, ni à voter contre, ce qui est quand même un signe. Donc voilà. Donc les trajectoires, pour vous, évidemment, elles sont plus compliquées. Elles passent par la fédération professionnelle. Ce qu'a dit Benoît, à partir du moment où d'autres la contestent pour des raisons domestiques, ça ne les arrangerait pas. Je pense qu'ils font continuer à faire pression sur eux, parce que je pense quand même que dans le domaine de l'éducation, la FSU est évidemment incontournable, mais l'enjeu, c'est les services publics. C'est ce que Benoît nous expliquait, et je pense qu'effectivement, c'est une bataille importante à mener, parce que, et qui a quand même des chances sérieuses de passer la rampe. Et je pense que l'intersyndical en cours, d'ailleurs, peut faciliter. Mais les cheminements doivent être trouvés. Chaque cas est un peu sui generis, il faut trouver le chemin. Mais je pense que vous avez quand même toute chance d'y arriver. Et dernier point, je ne sais pas si on peut parler de la question de la FSM comme ça, il faudrait camper un peu la question du syndicalisme international, qui est une toile de fond qui arrive derrière tout ça. Mais je pense que je vous ai amené déjà aujourd'hui, ça a été dit, beaucoup d'éléments pour complexifier un peu la vision des choses. Et je crois que là, ça en rajouterait une couche un peu compliquée. Mais bon, la question de la FSM, si vous voulez, elle se posait du temps de l'Union soviétique, parce que la FSM, c'était l'international qui était contrôlé quand même, c'est l'évidence, par l'Union soviétique, qui voulait en faire un outil de politique internationale à son avantage. La CGT a longtemps été une des composantes majeures, parce que dans les pays capitalistes, c'était pratiquement la seule organisation qui avait une certaine dimension. Et après, la question, ça a été, après l'effondrement du monde soviétique, quitter la FSM. Elle s'y est résolue, je l'ai dit au début des années 90, mais depuis, la FSM a été profondément changée. C'est-à-dire que la FSM, normalement, aurait dû mourir, puisqu'elle était une dépendance, y compris financière d'ailleurs, de l'État soviétique, et elle était proche de sa mort clinique quand elle a été rachetée. Elle a été rachetée, je mets des guillemets, par d'autres forces géopolitiques qui voulaient se servir de cet outil comme instrument de politique internationale. Et elle est devenue le lieu d'une alliance principalement ancrée sur le Proche-Orient,
C'est-à-dire, elle a été rachetée, alors cette fois-ci matériellement par les pays du Golfe, parce qu'ils n'ont pas racheté que des clubs de foot, hein, ils investissent aussi ailleurs, le Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn, etc. Et ils ont investi dans la FSM, et aussi les pays de la région, c'est-à-dire la Syrie, l'Égypte, l'Iran. Hein, donc c'est un lieu d'une alliance tel que la Ligue arabe aujourd'hui d'ailleurs peut le signaler dans l'espace des relations internationales. Bon, pour étudier les mondiales syndicales, il faut avoir en tête les grands mécanismes des relations internationales. Hein. C'est une sorte de duplication des relations internationales. Ils ne sont pas uniquement des relations interétatiques, ils sont aussi des systèmes de pensée. Et là, on a à l'intérieur de cette FSM nouvelle une forme de cohabitation entre les différents types, le chiisme et le wahhabisme, le sunnisme, etc. C'est une région compliquée, comme chacun sait. Et disons que la FSM est devenue une forme de coopération entre ces différentes forces qui cherchent des alliances avec ce qu'on appelle le Sud global, ce concept un petit peu flou, hein, en relations internationales. Mais alors, il y a des structures de la CGT qui ont jugé utile soit de rester, soit de se raccrocher à ça. À mon avis, soit elles n'ont rien compris au film, soit elles se servent de ça pour laisser imaginer qu'il existe un syndicalisme de classe au niveau international dont la FSM serait le porte-parole. Bon, moi, j'essaye de dégonfler ça dans quelques écrits que je livre régulièrement à Syndic Collectif. Il y a eu un petit débat d'éclaircissement au congrès de la CGT, d'ailleurs, parce qu'il y a une Iranienne qui est intervenue pour expliquer quand même ce qui se passait en Iran d'abord, mais aussi que la FSM soutenait ce qui se passait. Moi, j'ai fait un article là-dessus qui s'appelle « La FSM soutient la répression du peuple iranien ». Bon, la FSM, c'est pas du tout ce que croient un certain nombre de gens à qui on a dit que c'était le syndicalisme de classe. Donc, je pense qu'il y a vraiment une démarche de clarification que d'ailleurs la CGT commence à faire un petit peu, enfin, essayer un peu de reposer cette question. Est-il normal que des structures de la CGT soient adhérentes à ce qui est devenu vraiment le soutien de Assad, de Al-Sisi et des mollahs en Iran? Moi, je pense que là, il y a quand même un bug et que la CGT devra se clarifier là-dessus. Voilà. Et c'est un point de vue personnel et que je partage avec quelques autres, heureusement. Je pense, oui. Merci, merci beaucoup, Jean-Marie. Parce que vraiment, là, on voit bien les enjeux qui sont souvent difficiles à lire, hein. Je pense que tu nous as bien clarifié. Alors, ça ouvre évidemment plein de questions. Juste en un mot, parce qu'on va s'approcher doucement de la conclusion. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à relever la main pour redonner éventuellement la parole sur quelques autres questions. On peut aller jusqu'à midi. Moi, ça soulève juste un éclaircissement. Effectivement, nos derniers congrès ont rappelé le mandat d'adhésion, en particulier là maintenant à l'EPSU, et on a bon espoir d'y arriver. Juste, effectivement, après le poids de chaque fédération compte au nombre d'adhérents, mais pour le coup, comme on est déjà dans la CSE, qui est la branche éducation, on ne compterait pas. Et alors, du coup, ça a un enjeu financier aussi, parce qu'on cotise aussi au nombre d'adhérents. On ne déclare pas autant d'adhérents qu'on a à la FSU, puisque les enseignants sont déjà comptés dans la CSE. Donc, on serait sur le reste des services publics, savoir les services publics dits régaliens et puis tout ce qui est services publics locaux, sur lesquels on a aussi vocation, évidemment, à faire du syndicalisme international. Et là, oui, effectivement, il n'y a plus, je pense, d'obstacles, si tant est qu'on s'y prenne à peu près correctement. Il n'y a plus d'obstacles véritables à notre adhésion. Simplement, il faut faire les choses dans le bon ordre parce qu'effectivement, il faut quand même que ce soit au consensus. Donc, peut-être que ce sera le même modèle, peut-être que Force ouvrière ira aux toilettes au moment du vote ou des choses comme ça. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt ça qui est dans les tuyaux. Il n'y a pas trop d'obstacles. Après, si on relançait notre adhésion, ce qu'on n'a pas fait du tout, à la CES, puisque du coup, comme on avait un peu abandonné cette question-là, je ne sais pas ce qu'il en serait par contre là, parce qu'on est quand même sur l'étage au-dessus, mais je pense que ça sera l'étape après. Juste pour le dire en termes politiques, il n'y a pas eu du tout, mais forcément parce que la question ne se pose pas, il n'y a pas eu du tout dans la FSU le débat tel qu'il s'est structuré à la CGT. Et effectivement, moi je partage complètement ce que tu dis, Jean-Marie, peut-être tant mieux sur la FSM, ce que ça représente aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu du tout ce débat-là parce que de toute façon, l'adhésion à une fédération mondiale
pour le coup, pour la FSU, ne se pose pas. Néanmoins, il y a un petit débat, alors qui n'est pas forcément très structuré, mais qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, puisqu'on arrive à faire les deux. Mais c'est qu'est-ce qu'on privilégie comme cadre de regroupement? Mais ce n'est pas du tout le côté FSM, c'est plutôt le côté altermondialisme. Le débat qui a pu exister, c'est est-ce qu'on se regroupe avec des organisations de lutte, mais dans le sens aussi très lutte altermondialiste, écolo, etc. Ou est-ce qu'on tente d'acquérir une respectabilité, entre guillemets, avec tout ce qui est l'univers CES, etc. Je mets plein de guillemets et je caricature le débat à dessein pour faire comprendre un peu les enjeux qu'il y a pu y avoir. Mais on n'a pas choisi, et il n'y a pas à choisir d'ailleurs, parce que l'altermondialisme, ça nous permet aussi les forums sociaux, etc. Et c'est totalement compatible, évidemment, avec la CES. C'est juste pas la même chose. Et les choses peuvent se croiser, peuvent se nourrir les unes les autres. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un débat et qu'il n'y a jamais de tension là-dessus dans la FSU. Il peut y en avoir sur qu'est-ce qu'on priorise, mais ça me frappe par contre de voir à quel point à Solidaire, ce n'est pas un débat du tout, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, je ne crois pas, enfin tu pourras me le confirmer peut-être Jean-Marie, hein, parce que c'est une question à laquelle je devrais avoir une réponse, mais pour le coup, je n'ai pas regardé. Je ne crois pas qu'à Solidaire, il y ait une volonté d'adhérer, si tant est qu'après elle serait acceptée, hein, de toute façon, mais je ne crois pas qu'à Solidaire, la volonté d'adhérer à quoi que ce soit de l'univers CES, pour l'appeler comme ça, donc même à une fédération institutionnelle à ce niveau-là, existe et Solidaire privilégie des réseaux internationalistes plus, alors forcément plus groupusculaires, mais néanmoins plus disparates. Mais avec l'ambition de former quand même un syndicalisme international de lutte et de transformation sociale pour le faire vite là aussi. Mais c'est encore autre chose, quoi, voilà. Et il me semble qu'à Solidaire, je suis frappé de voir à quel point il n'y a pas tellement le débat non plus dans Solidaire, mais dans le sens inverse quelque part. Parce que finalement, les regroupements altermondialistes, et là aussi je les qualifie comme ça, à la va-vite sans doute, hein, ont un intérêt, mais ne me semblent pas incompatibles du tout avec un syndicalisme international plus institutionnalisé, dans le sens qu'on a dit depuis le début de cette matinée. Voilà. Mais c'est une réflexion que je lance comme ça. Pour terminer d'ailleurs un peu, peut-être Jean-Marie là-dessus éventuellement, ou sur tout à fait autre chose, parce que je n'ai pas vu de main se lever pendant que je parlais. Donc, si ça t'inspire quelque chose. Non, mais sur ton dernier point en particulier, je suis d'accord sur Solidaire, hein, ils animent un réseau, bon, comme il y a toujours eu d'ailleurs hein, dans les internationales, bon, qui teintaient un peu d'anarcho-syndicalisme, et souvent ces traditions-là, hein, dans lesquelles, mais ils ont des correspondants à l'étranger. Je crois qu'ils avaient aussi des comités de base un peu en Italie, qui sont des réalités un petit peu fuyantes, mais ils sont plutôt sur cette logique-là d'animer des réseaux de minorités syndicales. Je ne porte pas de jugement de valeur, ça a du sens hein, de faire ça, surtout pour ce qu'ils représentent. Mais ils s'intéressent beaucoup aux questions internationales. Je veux dire, il y a un petit groupe de gens que je connais bien, hein, avec qui j'ai échangé d'ailleurs souvent, qui essaient de faire beaucoup pour sensibiliser aux questions internationales. Bon, alors peut-être c'est l'influence trotskiste ou anarcho qui joue, hein, mais en tout cas, il y a une sensibilité aux questions internationales qui est indéniable de la part de… Bah, je ne connais pas dans le détail les militants de Solidaire, j'en connais certains, mais parmi les dirigeants, ils ont une sensibilité aux questions internationales et à l'enjeu international qui est assez fort, mais eux, effectivement, ne le pensent pas en termes de rejoindre les arènes officielles de CES, CSI, etc. Mais au fond, il n'y a pas d'incompatibilité, c'est ce que tu dis, et moi j'insiste vraiment là-dessus parce que, y compris la CES elle-même, toute institutionnalisée qu'elle soit, elle a quand même demandé et elle a participé aux forums sociaux mondiaux. Et j'ai souvenir de cette marche, si vous vous souvenez, en 97, la marche des précarités qui avait démarré à Amsterdam, qui était arrivée jusqu'à Paris. Les dirigeants de la CES étaient rentrés en contact avec les animateurs. D'ailleurs, certains, je ne me souviens plus de son nom, mais était un animateur d'attaque qui était très impliqué là-dedans. Il m'avait raconté ça. Et ils ont rencontré officiellement le secrétaire général qui avait demandé à les voir. Et au niveau le plus élevé, la CES n'a jamais opposé de point de vue à ces dynamiques locales. Bon, simplement, comme je le disais, c'est pas son rôle finalement.
Hein. Ça peut être le rôle d'une confédération sur l'espace national de dire, la CGT l'a dit, d'autres l'ont dit, bon, il faut s'articuler sur les mouvements sociaux, écolos, etc. Il faut travailler avec eux. Au niveau de la CES, ce n'est pas une décision qui va être prise en comité exécutif. Jamais. Mais le secrétariat de la CES, en revanche, a priori, il y a des gens qui seront réticents et d'autres qui seront pour. Bon, voilà. Et il n'y a aucune incompatibilité à travailler c'est ça que j'appelle l'espace syndical européen, l'espace européen de mobilisation collective avec d'autres acteurs. Et tout ça peut conforter le syndicalisme, même si en tant que tel, il n'en est qu'une composante. Je crois qu'il faut essayer de penser l'action collective sans s'embarrasser trop du formel, même si, bon, je plaide aussi évidemment pour tenir compte des structures, de ce qui existe, parce que la CES, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même un capital d'expérience, d'échange. Il y a l'Institut syndical européen, bon, je plaiderai pour parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, et c'est un capital intellectuel au service du mouvement syndical qui dit et qui écrit des choses. Il y a aussi un bureau technique sur les expertises en matière sur les directives, sur les machines, sur les choses comme ça. N'oublions pas quand même qu'il y a quelques directives qui ne sont pas inutiles au mouvement social, au mouvement syndical. Sur les conditions de travail, bon, il y a quelques filets de sécurité, même si c'est pas un code du travail, mais bon, il y a quelques bribes dans lesquelles la CES n'était pas pour rien. Donc voilà, c'est pas à négliger du tout, mais je pense qu'il faut penser l'action syndicale internationale très largement et rien se refuser. Eh bien, écoute, en plus, on est pile à l'heure. Et peut-être que Mathieu, qui ouvre son micro. Oui, c'était Voilà. pour vous dire à quel point je suis à la fois furieux de ne pas avoir été complètement parmi vous et vraiment heureux que le centre de formation et la FSU aient organisé cette séquence matinale, parce que je crois que nous avons tous et toutes beaucoup appris. Ça nous fait extrêmement réfléchir, et je pense qu'on sera davantage armés dans les moments qui sont rares où nous devrons réfléchir sur ces questions internationales et prendre y compris des décisions. Donc, tout ça a été enregistré et ça sera largement diffusé. Je vais aussi faire une retranscription écrite et vraiment encourageons nous toutes et nous tous, les camarades, dans un temps qui est extrêmement réduit, à prendre un peu de temps pour écouter tout cela. Donc, Jean-Marie, vraiment un très grand merci. C'était un moment important et très utile pour notre action syndicale. Et Benoît, peut-être, je te laisse le mot de la fin par rapport à Jean-Marie, si tu veux bien. Je pense que tu as tout dit, sauf effectivement, peut-être quand même pour remercier Jean-Marie aussi de tout ce qu'il nous apporte sur le syndicalisme en général. Et donc recommander vivement la lecture de son dernier ouvrage. C'était pas l'objet de ce matin, mais je crois que son dernier ouvrage, le syndicalisme, ce qui ne peut plus durer, c'est là aussi une source de réflexion considérable, surtout dans le moment qu'on vit de l'intersyndicale unie, qui soulève elle-même plein d'espoir, mais plein de questionnements, plein de responsabilités aussi. Je crois que lire cet appel à la responsabilité aussi militante et voilà, ce qui ne peut plus durer, c'est justement des pratiques que Jean-Marie nous appelle aussi à faire évoluer avec une grande pertinence et puis une analyse qui vraiment fait le tour de la question et des questionnements. Donc je voulais recommander aussi cette lecture-là. Et puis tous ces écrits sur la situation internationale, sur le syndicalisme international que personnellement je n'ai pas lu, mais que j'irai lire avec grand intérêt. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. C'est toujours un plaisir d'avoir des interlocuteurs comme vous. Merci Jean-Marie. Oui, merci, c'était très intéressant.